Bonjour, chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Iluti Investissement, c'est Aurélien. Et aujourd'hui, on continue cette série d'interviews avec, j'ai l'honneur de recevoir François Denis, qui est quelqu'un que je suis depuis un certain temps déjà, qui m'inspire beaucoup. Je vais lui poser des questions que j'espère pertinentes et qui vont nous aider à y voir plus clair dans ces stratégies d'investissement autour des la constitution de sociétés d'investissement, mais au-delà de ça, tout ce qui peut englober une stratégie entrepreneuriale réfléchie et surtout avec François, on va beaucoup en parler, réfléchie au niveau international. C'est-à-dire que François met beaucoup la macroéconomie en synchronicité avec son business et c'est pour ça que je voulais l'interviewer. Donc merci François. Avec grand plaisir et je pense que ça va être passionnant de discuter tous les 2, Aurélien. Oui, oui, je pense aussi. François, j'avais une première question. François, qu'est-ce que toi tu crois vrai et que beaucoup de gens pensent faux, croient faux? La fameuse La question que fameuse tu question. tu commences par ça, c'est pas mal. Alors, c'est une question que moi je pose tout le temps dans chaque interview et je la pose à la fin parce que ça, on fait travailler l'esprit et à la fin, une fois qu'on est arrivé à un certain niveau de réflexion, tu arrives et tu clôtures l'interview par ça, ça peut être pas mal comme façon de faire. Donc pour répondre à ta question, hem, je vais utiliser une notion que j'aime beaucoup, qui est la notion de surhumain de Nietzsche. Alors, je sais pas si tu la connais? Qui est, d'élever en fait le monde, l'évolution du monde par sa propre évolution, par la connaissance de soi, par, le développement de soi, bon, et développement personnel, professionnel, mais surtout d'avoir une vraie vision pour, derrière développer et améliorer, le monde de façon globale à sa propre échelle. Donc ce que je crois vrai et que tout le monde croit être faux, c'est qu'on peut tous devenir quelqu'un d'autre, très rapidement, parce que là aussi c'est quelque chose, que la plupart des gens pensent que, bah, c'est step by step, c'est, petit pas par petit pas. Ça, c'est du gros bullshit pour moi. C'est quand on le décide, en fait. C'est quand on décide quelque chose qu'on peut le devenir. C'est quand on décide de quelque chose que ça peut arriver. Donc ça peut être vraiment quantique et un changement peut être quantique, ça peut être très, très rapide, que ça soit dans la tête, que ça soit quelque chose de terre à terre que tu veux développer et il n'y a pas une question de petit à petit. Donc la notion de surhumain de Nietzsche, j'aime beaucoup, c'est-à-dire que changer le monde en se changeant soi-même et de façon très rapide parce qu'on le décide. OK, écoute, merci pour cette réponse. Pourquoi je te la pose maintenant? Parce que, je crois que nos croyances déterminent nos actions, déterminent nos résultats et je voulais te poser ta croyance, une de tes croyances les plus fortes, en fait, pour voir et pour faire comprendre à tout le monde où est-ce que tu étais. Quels sont un peu c'est quoi ton parcours? Tu es originaire d'où? Mmh. Je parle pas géographiquement, mais je parle de, tu en philosophie de pensée, tu sais? Ouais, alors pour faire vraiment très, très court, pour me présenter, ça va faire, 11-12 ans, donc j'ai un profil investisseur entrepreneur. De base, je suis plus investisseur, c'est-à-dire que je suis même, de base, je suis assez, introverti, timide et je m'étais lancé dans l'investissement, à 18 ans. C'est-à-dire, dès mon, 1 jour de ma majorité, j'ai commencé à investir parce que j'ai eu la chance de tomber sur des livres, hein, bah, très connus, mais au monde du développement, business, venus des États-Unis. Donc, j'ai eu la chance de lire ça quand j'étais assez jeune et je me suis lancé. Bon, très maladroitement au début, mais, ensuite c'est, alors que je me trompe pas en termes de timing, mais, voilà, vers 22-23 ans, j'ai commencé à vraiment entreprendre. J'ai lancé mes premières startups. J'étais encore en fin d'études, j'étais encore en école d'ingénieur et donc j'ai un profil de base scientifique. J'ai 2 diplômes d'ingénieur et en parallèle de tout ça, vu que je suis très curieux et voilà, multipotentiel sans utiliser des termes pompeux, Mmh. c'est que je me suis formé sur énormément de sujets en parallèle et notamment aussi la finance et l'économie qui m'interpellent énormément et surtout à un moment quand on voit que finalement tout est lié, que ça soit, bah, l'aspect très scientifique, que ça soit l'aspect, macroéconomie, finance, que ça soit même l'aspect Mmh. purement philosophique, écologique, donc il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Donc j'ai lancé, plusieurs startups, 3, 4 même et OK. tout en investissant en parallèle toujours. C'est-à-dire que ça reste ma passion, donc très classiquement au début par de l'immobilier,
un petit peu de marché financier, de bourse, et puis de plus en plus sur de l'alternatif. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent, sur internet, sur des placements à haut rendement et plus ou moins alternatifs, à commencer par les crypto-monnaies et Mmh. sur des placements voire un petit peu plus exotiques. Donc pour moi, il y a un lien entre tout, sachant qu'il y a aussi pas mal de personnes qui se disent qu'il faut se nicher, qu'il faut faire quelque chose, de très, très, très bien le faire, je suis d'accord. Et moi, j'ai toujours voulu avoir une vision macro sur tout, puisque tout se recoupe à un moment donné et que, l'un va être utile à l'autre. C'est-à-dire que même l'entrepreneuriat va être utile à mes investissements. Mes investissements vont aussi permettre de consolider et de faire croître mes entreprises et ainsi de suite. Donc je ne me suis pas niché sur, par exemple sur mon entreprise de conseil sur, qu'une seule chose, que sur l'immobilier, que sur sur le marché financier, par exemple. Et donc pour moi, tout est lié. Donc il y a cet aspect, on va dire purement investisseur chez moi, l'entreprise, de conseil et aussi quelques projets en parallèle. Là, c'est plus personnel, c'est-à-dire que ça va correspondre à ma vision d'essayer de, comme on a dit tout à l'heure, à mon échelle, de changer des choses autour de moi et que ça soit cohérent, que ça soit un tout, en fait. Et je sais que ce que je monte, on pourra en parler ou pas d'ailleurs, mais sur ma dernière startup, je sais aussi que il y a un lien avec ce que j'ai déjà fait et ce que je veux faire plus tard et donc tout s'entrecoupe à un moment donné. OK, parce qu'aujourd'hui, tes activités, tu as une activité de conseil, tu as une activité enfin, explique-nous un petit peu ce que tu fais, en fait, Oui, oui, qu'on alors comprenne bien. le plus simple et le plus classique, c'est effectivement ça, c'est le côté investissement et surtout la présence en ligne et la marque que j'ai créée qui s'appelle Richa 30 ans. Mmh mh. Et donc ça, c'est au début, la vision que j'avais, c'était surtout pour aider les plus jeunes. D'ailleurs, si vous allez sur le site, il y a surtout nos formations en ligne, on est centre de formation professionnelle, nos programmes et il y a pas l'aspect haut de gamme vous pouvez pas voir nos offres haut de gamme, par exemple, sur le site. Et notre société, donc c'est FD Conseil, c'est-à-dire que Riche à 30 ans, c'est une marque, mais la société, c'est FD Conseil. Donc ça, c'est assez facile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans le milieu. J'accompagne tout simplement les gens à investir et le tout dans l'économie réelle. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a tout ce qui est finance virtualisée, ça, j'en veux pas. Tout ce que peuvent certains produits financiers que propose la banque, enfin bref, ça, il faut oublier et surtout Mmh. également avec un haut rendement parce que non seulement tout ce qui est virtualisé, ça a pas trop de sens, de moins en moins, surtout ce qu'on a connu en 2020-2021 et en plus, c'est pas dans l'économie réelle et ça apporte pas du haut rendement pour pour la personne qui investit. Mmh. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, si quelqu'un me connaît, ça va être surtout via cette étiquette. Après, Mmh. j'ai d'autres projets à côté. J'avais lancé plusieurs startups, comme je t'ai dit. J'en ai une que j'ai revendue, il y en a une que j'ai toujours des parts, mais j'y travaille plus, en tant que, dirigeant. Et là, j'en ai lancé une, fin 2020 également et celle-là est un peu particulière parce qu'il y a un lien quand même avec ce que je propose et il y aura une question aussi de communauté derrière. C'est-à-dire que la communauté que j'ai créée via le contenu investissement, via le conseil en investissement, va être aussi, utile et utilisable et utilisé pour cette startup où on a besoin aussi de volume pour pouvoir que ça soit, tenable et faisable. OK, donc aujourd'hui une activité de conseil, je sais aussi que tu as fait une levée de fonds récemment? Oui, bah, c'est ça, tout à fait. C'est donc alors le projet, on va le nommer quand même. Oui, Donc vas-y, ça vas-y. s'appelle Lord Token. Donc Lord Token, c'est, tout simplement une plateforme très haut de gamme d'échange, en cryptoactifs et tokens, Mmh. et le tout avec un service client, premium et avec des services d'investissement en interne sur tout ce qu'on appelle la tokenisation. Alors ça peut-être un mot barbare pour la plupart des gens encore, mais la tokenisation, c'est tout simplement le fait de mettre un actif réel, donc quelque chose qui existe vraiment dehors dans l'économie et d'utiliser la blockchain, donc c'est le protocole informatique qui est utilisé sur les cryptoactifs, sur le Mmh. Bitcoin, et de l'adosser à cet actif réel. Donc, ce qui fait qu'il y a, il y a plus d'intermédiaire et l'échange devient beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, avec beaucoup moins de frais et avec une sécurité à 100%. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre et d'ubériser en fait l'investissement, d'ubériser le trading, d'ubériser tout simplement le placement financier également, qu'il y ait plus de banque, qu'il y ait plus de tierces personnes avec des frais, avec des choses pas possibles. Surtout qu'ici, ça donne, un champ des possibles assez extraordinaire. Tu peux avoir de l'immobilier tokenisé, tu peux avoir, une Mmh. œuvre d'art, un joueur de foot, il y a énormément de choses sur lesquelles tu peux investir et qui va devenir facile. Ça, c'est un changement de paradigme, en fait, tout simplement. OK et à côté de ça, je crois aussi donc enfin, c'est même pas je crois, je sais, tu as un club qui s'appelle, Templeton, c'est ça? C'est ça, donc c'est le club Templeton. Templeton. Templeton nommé, de par mon investisseur préféré, si je peux dire, on dirait que je parle de Pokémon là. Templeton, John Templeton qui est,
un des tout premiers investisseurs à avoir utilisé la stratégie d'analyse fondamentale, donc toi, tu dois connaître un peu parce que c'est un peu ce qu'on fait indirectement dans la reprise, dans le reprenariat, Mhm, c'est que tu vas analyser les fondamentaux d'une entreprise avant tout, c'est-à-dire qui est derrière, quelle est l'idée, est-ce que c'est innovant, quel est le marché, enfin, il y a beaucoup de choses à regarder et d'abord de se positionner sur un investissement via ses fondamentaux. Donc mhm. c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, et donc c'est effectivement une de nos offres haut de gamme sur, la partie conseil en investissement, oui. D'accord, ok. Donc, dans cette grande enveloppe conseil en investissement, tu as ça. Alors, Oui, tu as évoqué quelque chose. Tu disais, je veux pas me nicher. Enfin, il faut se nicher, c'est important de. Mais je vois bien tu as un besoin de diversité qui est très très fort. Et est-ce que, je vais te poser la question clairement, est-ce que tu as l'impression de te disperser de temps en temps ou pour toi c'est très très clair, il n'y a pas alors toutes ces pour activités vont dans un. ça va dans un seul sens, effectivement. Ouais. Alors oui, c'est très intéressant comme question parce que souvent quand on parle niché, de niche, de focus, on pense à un domaine, à une thématique. Genre, je vais faire que de l'immobilier, par exemple, Mm, ou je vais faire que de la bourse. Souvent, c'est mhm, ça, on va sur internet, on regarde, je veux un spécialiste dans l'IMO et même des fois dans l'immobilier, tu vois? Il y a l'immobilier, il y a la longue durée, courte durée, il y a l'achat-revente, il y a le locatif, enfin bref, il y a tellement de choses et c'est la plupart du temps, c'est ça. Heu et le positionnement, au final, ce que je peux proposer ou globalement n'importe qui peut proposer, une entreprise peut proposer, c'est pas forcément sur une thématique. Ça peut être mm, sur, des valeurs, sur, une façon de voir, en fait, tout simplement une vision et d'être raccord avec ça et globalement, c'est moi mon positionnement et du coup ma niche, c'est tout simplement d'avoir d'un côté tout ce qui est économie réelle, c'est-à-dire que tu me verras pas investir, enfin je de pas te forcément te conseiller une action en particulier qui est, complètement décorrélée de son cours dans la vie réelle, par exemple. Donc ça, tu peux oublier. Par contre, tout ce que je peux proposer, ça peut être, bah, de l'immobilier atypique, mais ça peut être, je peux te donner des exemples dernièrement. Bon, on a investi aussi pas mal en equity, donc dans des entreprises qui sont mhm, non cotées. On a investi là dernièrement avec le club Templeton dans plusieurs chevaux. mhm, On a fait enfin, il y a énormément de choses mais il faut que ça soit dans l'économie réelle. Donc ça, c'est mon positionnement pour à la fois que l'argent qui est une énergie en fait, un flux, mhm, soit dans l'économie réelle, donc dans la vraie, pour que ça soit les gens qui travaillent. Quand tu donnes de l'argent à une start-up, bah, ça paye les salaires, ça paye le développement, ça innove. Alors que quand tu mets de l'argent en bourse, ça va nulle part. L'entreprise, elle ne voit pas l'argent et encore mhm, moins les salariés. Ça va nulle part. C'est juste un marché fermé entre mhm, acheteurs et vendeurs. C'est un vase clos et ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc c'est un des, un des problèmes du monde d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est un gros positionnement que j'ai. Et de plus derrière, de redonner, donc ça c'est le côté un petit peu plus philosophique, mais aussi le côté très crypto-actif, blockchain qui est aussi, la plupart des gens qui sont dedans et qui sont assez, extrémistes, ils ont aussi une philosophie forte, c'est-à-dire de redonner le pouvoir, la souveraineté monétaire aux citoyens. Donc ça aussi, c'est pour ça que même sur le projet de leur token, tu vois là aussi que les liens, arrivent facilement, c'est, de l'ubérisation permet ça. C'est-à-dire que c'est de pair à pair, c'est d'investisseur à investisseur. Le marché le permet, c'est-à-dire que tu as plus de banque, tu as plus de gouvernement. Forcément, derrière, tu as des avantages, il y a moins de frais, mais c'est surtout de redonner le pouvoir au peuple, en fait, tout simplement. mhm. Euh, c'est très très intéressant et j'étais vraiment curieux de ta réponse parce que c'est vrai que moi aussi, tu vois, j'ai des activités qui sont assez diverses et de temps en temps, on se pose devant un tableau, on se dit, OK, il faut que ça aille dans le même sens, on peut C'est pas ça. Bon, se après, par disperser, contre, tu vois. je le fais pas tout seul. Par contre, par exemple, sur le club Bien sûr. Templeton, j'ai plusieurs collaborateurs, des experts, mais des vrais experts. Des fois, il y a des personnes qui sont assez terre à terre, mais même des fois, on a des chercheurs qui sont dans le club Templeton et ce qui fait, on a plusieurs dizaines d'experts ou de collaborateurs qui, eux sont spécialisés, mais moi, je fais le lien entre tout, entre le conseil et tu vas pouvoir te placer ici en fonction de ça et ça, le projet est cohérent par rapport à ma philosophie. Mais je le précise parce que sinon, c'est le syndrome de l'iceberg du mentor, j'appelle ça. Tu as l'impression que le mec, il fait tout, il le fait bien. Toi, tu vas faire pareil, mais tu vas complètement te noyer parce que déjà, c'est pas ce qu'il te faut toi, si tu as Mhm. envie de faire plus ou moins la même chose. Et puis non, c'est-à-dire que tu fais un truc, tu le fais bien et tu passes à l'autre. Ce qui arrive qu'au bout d'un moment, effectivement, il y a plusieurs choses que tu vas très bien maîtriser. Parce que j'avais bien aimé une de tes expressions qui date un petit peu, c'était CEO Business Angel. Je sais C'est pas si ça. tu te souviens avoir dit ça.
et j'avais beaucoup aimé. Et bah, tiens, je voudrais aller un peu sur tes inspirations. Aujourd'hui, tu es inspiré par qui? Qui tu suis? Qu'est-ce que comment tu réfléchis par rapport à ça? Comment tu... Oh bah, alors là, il y a énormément de monde d'ailleurs, il y a Ok. énormément puis en plus, j'ai envie de te dire que ça peut être du moderne comme du pas du tout moderne. Ça va être quelqu'un Mhm. qui qui est parti depuis très, très longtemps. Mais après oui, oui, je peux te donner des quelques exemples et quelques notions qui me parlent, énormément. Bah, là, on a cité Nietzsche tout à l'heure, pour commencer. Ouais, Alors évidemment, c'est pas très moderne, mais pour moi, c'est un peu un prophète du 3e millénaire. Toi, le gars, il était en avance sur tout le monde. Pour moi, c'est ultra moderne ouais, et en fait, tu retrouves énormément de notions et de fameux développement personnel de l'entrepreneur 2.0 voire 3.0 dans Nietzsche. Donc, le fait de toujours apprendre, de toujours s'améliorer, de pas penser à quelque chose de purement matériel, mais que la richesse, la vraie richesse n'est pas là-dedans, mais donc enfin, il y a énormément de choses à apprendre là-dedans. Aujourd'hui, un peu plus moderne, j'aime énormément aussi Nassim Taleb, qui mhm, est à la fois un philosophe et un scientifique avec l'aspect, notamment des notions comme l'antifragilité, mhm, qui est quelque chose qu'on peut, utiliser dans de nombreux, domaines comme, la macroéconomie qu'on retrouve derrière sur le monde actuel, sur le fait que ça soit, notre civilisation soit fragile versus de l'antifragilité. Donc ça, c'est des notions que j'ai, approfondies et qui est important de maîtriser. Il y a aussi quelqu'un comme, Marc Alevi que j'aime beaucoup, mhm, qui est également alors toi, c'est un, je te donne j'ai pas fait exprès de citer ces personnes, mais, elles sont également sur plusieurs points très importants. Elles sont à la fois scientifiques, financiers, économistes, philosophes et Marc Alevi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors en plus, j'ai eu la chance de discuter avec lui parce qu'il est assez âgé. On en avait fait une émission podcast ensemble d'ailleurs et il est exactement dans cette vision. Je sais aussi qu'il aime beaucoup Nietzsche. Il a écrit énormément de livres, à la fois sur de l'économie pure, sur de la philosophie, sur, je sais qu'il a écrit aussi des livres sur le taoïsme mhm. et qui fait un vrai lien entre tout ça. C'est-à-dire que là où j'ai beaucoup aimé et que la première fois je suis tombé sur lui, c'était dans une période de ma vie où je cherchais des liens entre tout, tu vois? Entre à la fois, la psychologie, la philosophie et l'entrepreneuriat pur, c'est-à-dire, bah, l'économie, comment créer de la richesse et il a des notions, heu, vraiment géniales comme la noétique, par exemple. La noétique, je vous invite à regarder ce que c'est et qui fait un lien, avec, pourquoi, le comment et de ne pas tomber dans beaucoup de travers de la société aujourd'hui comme, la course à l'argent, comme le bonheur aussi. Qu'est-ce que le bonheur? Mhm, Comment on peut y arriver sans forcément, courir après toute sa vie et ne jamais y arriver. mhm. Donc ouais, Marc Alévi aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, heu, Socrate, Lao Tse, il y a beaucoup de ça c'est un peu plus à l'ancienne. Mais ouais, je pourrais t'en faire une liste d'ailleurs, ça serait intéressant que j'en fasse une, tiens. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, c'est très intéressant. Comment tu processes ça du coup? Tu passes, enfin, je sais pas, une semaine typique, même si, il y a pas de semaine typique, dans nos métiers, mais comment tu te consacres donc un Ouais. temps à à cette étude? Parce que tu as Mmh mh. besoin, toi, c'est très important pour toi de bien suivre ce qui se fait ce qui se passe dans le monde, quoi, tout simplement. Et Oui, puis en même temps, voilà, d'avoir ces sources d'inspiration, d'avoir des bases solides, c'est quoi. ça. Donc, tu t'organises comment? Alors là aussi, c'est très intéressant à analyser. Alors pour moi, ça, je le tu vois, cette partie-là, purement, ça peut être lecture ou, aller chercher de l'information. Pour moi, c'est pas du travail, en tant que Évidemment, ouais. tel. Enfin, je le ferais de base, alors même, Mmh. à titre personnel, si je faisais complètement autre chose, je le ferais de base. Mmh. Mais c'est sûr qu'indirectement, c'est énormément de choses qui vont m'être utiles derrière, mais même pour enseigner. C'est-à-dire que comme on dit souvent, pour la Oui. meilleure chose pour enseigner aux autres, c'est aussi Mmh. enfin, d'apprendre, c'est D'apprendre d'enseigner pour aux autres. enseigner, Voilà, ouais. c'est Mmh. ça que je veux dire. Et donc, moi, ma semaine type, c'est déjà je travaille que les après-midi. Donc ça, OK. c'est clair. Je commence à travailler à 14:00. OK. 14:00, 14:00, 18-19:00. Ça me fait enfin du travail pur et dur, de la gestion des entreprises, de mes investissements, que ce soit la recherche, comme ça soit le suivi.
Donc ça me fait des semaines, ça doit faire 25 heures quoi, 20-25 heures. Mmh. Après le matin, j'ai aussi appris à mieux encore plus focus, à être encore plus organisé depuis que je suis papa, donc ça va faire, 2 ans. C'était aussi pour pouvoir, à la fois faire tout ce que je veux faire et aussi pouvoir m'occuper de mes enfants parce que j'ai fait le choix aussi de les avoir chez moi, de pas de pas les laisser à quelqu'un d'autre et donc le matin, ça va être des activités déjà, bah, familiales, et que ça fait le lien avec ce que je viens de dire, mais aussi avec, bah, de la lecture, du sport, de la méditation et ça, je le fais le matin, tu vois? Et donc sur le matin, ça me donne quand même de quoi à la fois lire, d'aller chercher de l'information. Mais effectivement, dans mon quotidien et sur mon année, c'est quelque chose qui est indispensable. Ça, je fais au minimum 2 heures soit de lecture pure, soit de recherche sur des D'analyse? nouveaux sujets, d'aller chercher des nouvelles notions, d'aller chercher, et d'analyse aussi pure. Ça peut être de Mmh. l'analyse d'entreprise. Bon là, ça va un peu plus technique, mais ça va être quelque chose que c'est ça. Et Mmh. c'est sûr que mis bout à bout, tu fais 2 heures de, lecture ou tu vois, c'est pas du travail, heu, direct. Tu as l'impression enfin, tu fais rien, tu es pas en train de répondre à un mail, tu es pas en train de créer ou tu as pas un client au téléphone. Mais je sais que c'est évidemment ultra utile et que c'est quelque chose qui me passionne. Donc effectivement, ça, c'est très important. Le matin, l'après-midi, c'est du travail plus direct et technique et le week-end, je fais rien. Voilà, le week-end, c'est repos total. Parce que c'est OK. aussi, je le mentionne parce qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent 7 jours sur 7 Mmh, et mmh qui mh. travaillent 10 heures par jour. Donc, mais j'ai aussi eu cette réflexion d'arriver à cet emploi du temps, si on peut appeler ça comme ça, au fil des années. Parce qu'évidemment, je n'ai pas toujours fait ça comme ça. C'est-à-dire qu'au début, j'ai charbonné, j'ai travaillé tous les jours, énormément d'heures pour pouvoir aussi me permettre d'arriver à cet emploi du temps mais aussi par le fait que j'ai, à la fois des entreprises, des bases ultra solides sur Mmh. l'investissement qui me permettent de faire ça et j'ai aussi monté une équipe. C'est-à-dire que maintenant je suis plus tout seul. Au début, bah, c'était tout simplement aussi ma femme qui avait quitté son job pour travailler ensemble, puis on a embauché, puis on a plusieurs projets et on a plusieurs personnes, collaborateurs qui sont sur plusieurs projets. Donc Mmh. voilà, mais ça typiquement, pour le coup, autant je suis pas, je vais me dire: «Je vais faire exactement ça tel jour, tel jour». Je vais pas me dire genre le mardi c'est analyse. Mmh. Par contre, en termes d'emploi du temps, oui, effectivement, c'est assez carré. Mmh. Ouais, je te rejoins, je travaille exactement pareil, mais c'est le matin. Mais on a exactement la même façon de procéder et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez contre-intuitif, c'est quand tu veux croître beaucoup, il faut moins travailler. Tu Exactement, peux pas plus travailler exactement. pour croître, il faut faire l'inverse. Bah et indirectement, alors même si c'est un peu contre-intuitif, le fait d'avoir eu des bébés, parce que j'ai eu un bébé en 2019 et un bébé en 2020, tu peux te dire: «Ah, le mec, il est sous l'eau, machin chose», mais ça m'a appris à être encore plus organisé et quand je travaille, de savoir que peut-être, bah, en fait, le soir, je pourrais pas travailler. Donc d'envoyer encore plus du steak, tu vois? Donc c'est effectivement, c'est après, juste pour finir sur la question là, faut se connaître. C'est-à-dire qu'on revient à une notion qu'on a déjà appelée, la connaissance de soi. Mais c'est pas parce que tout le monde vous dit: «Il faut se lever le matin, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt», que enfin, Merci de dire pendant ça. très, très longtemps, je me suis levé tôt alors que je suis un couche tard, lève tard. Même sur ma partie purement créative, c'est la nuit. Enfin, c'est très tard le soir. Quand j'ai écrit mon premier livre, c'était j'avais l'inspiration le soir. Et quand on va écouter ou vouloir écouter les autres, bah, Mmh. on va peut-être pas se trouver, on va mettre des années à trouver son rythme, son emploi du temps, son énergie. Bah, moi, je sais, c'est l'après-midi. Alors que Mmh mh. tu vas pas me dire, je me lève à 9 heures ou 10 heures, c'est pas pour autant, il y en a qui je connais qui vont se lever à 6 heures toute la journée, ils vont rien foutre. Par contre, si tu te lèves à 9 10 heures, mais que tu envoies du bois, bah, par contre là, oui, tu peux faire des choses extraordinaires. Donc Mmh. juste la connaissance de soi et de pouvoir améliorer ce que tu veux faire par rapport à d'abord toi. Mmh. Ouais, il faut être qui on est, en fait, tout simplement. C'est, Oui, oui, bien sûr, on peut bien suivre sûr. des modèles, mais c'est pas un facteur commun de succès que de faire, soit une morning formula ou un machin ou un truc, c'est Non, mais pas ouais, non, je comprends que ça soit pas évident parce qu'il y a l'aspect mentoring qui est très important, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux pas réinventer la roue, tu vas pas commencer à tout vouloir apprendre par toi-même. Donc il faut t'inspirer et écouter des personnes qui ont déjà fait des choses, mais ça veut pas dire non plus, de faire le canard et de respecter tout absolument à la lettre parce que quelqu'un mmh. t'a dit que ça fonctionnait pour lui. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le secret, c'est qu'il y a pas de secret. C'est-à-dire que le Mmh. secret, il faut que tu apprennes à te découvrir, voir ce qui fonctionne pour toi et d'être aligné. Voilà, d'être Mmh. aligné avec ta vision et tes valeurs, c'est tout.
Non, mais on est complètement d'accord. Et dans les programmes que j'ai de mentoring, c'est la première chose que je fais, c'est aller chercher qui sont les gens en premier. Et vraiment, parce que Ouais. on met des couches, hein, on en met des couches, tu sais, on veut être un certain nombre de personnes. Bah, oui, alors, c'est une partie aussi de l'éducation qui est pas évidente, et ça, c'est aussi une phrase que je dis souvent, c'est que le plus difficile dans l'apprentissage, c'est le désapprentissage, en premier lieu. Et là où ça va aussi troubler les gens, c'est que de base, moi, je suis un gars assez technique et même quand mes contenus, c'est assez technique et quand on va venir me voir, alors pas sur le club Templeton, par exemple, parce que là, c'est du pur Mhm, investissement, mais sur d'autres offres d'accompagnement, c'est que les gens, ils vont être troublés parce que je vais commencer sur quelque chose qui a rien à voir avec la technique et je vais leur poser des questions assez profondes ou des choses qu'on tu pas forcément, l'habitude d'entendre et ça va troubler les personnes et ce qui est vrai parce qu'au final, quelqu'un qui va venir pour 80 de technique, bah, ça va être au final peut-être 20 de technique et 80 de changement, d'évolution, d'état d'esprit, de trouver vraiment ce que tu veux, de voir comment tu travailles toi. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir avant de parler de technique. En marketing, on dit vends-leur ce qu'ils veulent et délivre-leur ce dont ils ont besoin. Ah, c'est vrai. Ah bah oui, oui, le marketing, il faut, si tu commences à utiliser des choses ou à donner des expressions, des notions que les gens ont pas envie d'entendre, ça va pas devenir tes clients en premier lieu, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que l'identité, c'est très important de justement je veux pas dire d'affaire évoluer, quoi. Tu vois, cette notion d'identité, moi, j'y crois beaucoup. Et Mmh. c'est nécessaire de travailler dessus. Ah bah ça c'est vrai. Il y a que comme ça, c'est-à-dire que les personnes qui ont un diplôme et qui s'arrêtent d'apprendre, quand elles ont le diplôme, il y a un problème. Mm, mm, mm. Surtout maintenant, ça à l'époque, enfin fut un temps, ça même, 20e siècle, mais encore plus avant, ça allait très lentement l'évolution. Mais maintenant, genre même, admettons, tu tombes dans le coma pendant 5 ans, je trouve que c'est un autre monde, en fait. Même pendant, Tu imagine pendant un an déjà, là, tu vois. imagine le mec qui était dans le coma en 2017, là, il arrive en Euh, 2021, il comprend plus rien. Mais avant, c'était peut-être 50 ans, c'est-à-dire que la même évolution. Là, c'est 5 ans, ouais. enfin, tu obligé aussi, de te connaître et de toujours apprendre. Enfin, sinon Mm. tu es largué. Mais si ça te va, c'est très bien aussi, hein, il y a pas de souci. Mais en fait, je réfléchis récemment à ces notions-là parce que tu sais, on parle beaucoup, par exemple, des sportifs et on voit les sportifs, on leur dit, bon, bah, les sportifs, ils sont accompagnés, etc. Mais un mec qui a un talent, un sportif de haut niveau qui a un talent, il va pas faire beaucoup de développement personnel parce qu'il va poursuivre son talent. Mais le jour où il va se blesser, par exemple, ou quand il va arriver au plus haut de son sport, à 30 ans ou à 35 ans, Mmh. et qu'il doit se reconvertir, c'est là où la réflexion intervient vraiment. Tu vois, Non, mais c'est c'est vrai. là où Mmh. on se dit, OK, maintenant, qui tu es et quel est le sens que tu donnes aux choses. Parce que tu as peut-être fait du foot pendant 30 ans, mais quel est le sens? Et tu vois, cette réflexion-là, des fois, elle vient, et pour moi, par exemple, c'est venu plus tard. Tu vois, j'ai fait mon parcours professionnel, entrepreneurial, et cette réflexion, enfin, j'ai des réflexions que maintenant, tu vois. Ouais, après bon, c'est sûr que tu peux te dire, bah, je pense que d'ailleurs n'importe qui, même si quand tu commences tôt, tu aurais dit: «Ah ouais, j'aurais aimé commencer plus tôt, ou j'aurais aimé avoir ce changement plus tôt». Bon, déjà, faut pas avoir de regrets. Tant que Non. tu te retrouves, c'est très, très bien. Mais c'est sûr que bon, c'est le conditionnement. C'est-à-dire que le conditionnement, Mm, société, école, parents qui font que, heu, c'est pas forcément évident et que ça peut mettre des décennies avant d'y arriver, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans les travailleurs du savoir. Avant, c'était les travailleurs en blouse bleue. Maintenant, Mmh. c'est vraiment les travailleurs du savoir. C'est ceux qui vont travailler le plus le savoir qui vont avoir les meilleurs résultats, quoi. Bah, il y a une autre notion aussi que j'aime beaucoup, c'est, la philosophie de la franc-maçonnerie qui, ça me OK? fait penser à ça parce qu'en fait, à l'époque, la franc-maçonnerie, comme son nom l'indique, c'était des vrais maçons, bah, c'était des personnes qui travaillaient la pierre. C'est ceux qui faisaient les édifices des églises à l'époque, il y a 500 ans et après ça s'est transformé progressivement vers le savoir, mais de base, la franc-maçonnerie, c'est de la psychologie, enfin, Mmh. c'est une philosophie, en fait, tout simplement. Mmh. J'ai envie de dire que c'est même, potentiellement une religion. C'est que tu vas apprendre à te connaître et d'avoir une évolution quoi qu'il arrive avec différents grades, mais ça vient de là. C'est-à-dire que, OK, on va vers une société qui devient de plus en plus comme ça immatérielle et c'est important de se connaître et aussi d'aider les autres. Comment tu par quel chemin tu es passé, toi? Je sais que tu t'es fait, mentorer, accompagner Mmh. sur des aspects précis, Mmh. parce que tu attaches une importance
Et c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneur, dans l'investisseur moderne, c'est la qualité de vie. Je sais que tu pratiques le jeûne de façon très Mmh. régulière, le jeûne sec. Est-ce que tu peux nous parler de ça et comment tu as pivoté, comment tu t'es fait accompagner, sur quoi tu as eu besoin d'évoluer pour arriver là où tu en Ouais. es, entre guillemets? Ouais, parce que là, pour le coup, bah, c'est comme un sportif d'ailleurs, c'est-à-dire que, quel que soit ton niveau, il y a toujours à un moment donné, tu as besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire alors la personne qui se dit qui est pas du tout enseignable, je j'ai pas besoin de coach ou il y a tout le temps, mais tu le vois pas, c'est-à-dire que tu as tout le temps des blocages, enfin tout le Mmh mh. temps et c'est un point assez incroyable, c'est le fameux: «Je ne sais pas que je ne sais pas». C'est la fameuse chose qui bloque tout le monde. Le «je sais que je ne sais pas», bon aujourd'hui, déjà tu as Google, tu vas voir sur YouTube ou tu vas voir même un gars qui le sait, donc ça c'est peut-être 5 d'une personne. Mais Mmh. je ne sais pas que je ne sais pas, les fameuses croyances limitantes ou tout simplement ce que tu ignores, c'est ce qui va faire qu'effectivement tu vas stagner ou tu vas jamais pouvoir, décupler que ce soit pro ou perso d'ailleurs, quelle que soit la thématique. Et donc là, c'est vrai que c'est une question très importante, c'est que, il faut toujours être accompagné sur alors peut-être au début sur quelque chose de très global, très général, qui va te permettre d'avancer rapidement, hein. C'est comme tu commences un sport, au début, tu vas aussi très, très vite, mais il faut que tu apprennes beaucoup de choses et beaucoup de bases, ça c'est vrai. Et plus tu vas aller, plus tu as besoin de spécialistes. C'est ça, bah, tu pas besoin même de l'avoir fait pour le comprendre. Et j'ai envie de te dire, même aussi, plus tu deviens un expert ou quelqu'un d'exceptionnel, tu vois que, bah, les plus grands sportifs, tu sais que ce soit Serena Williams ou, LeBron James, ils ont plein de coachs. C'est même eux qui payent le plus cher les meilleurs experts de la planète pour des aspects très, 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 très spécifiques de leur aspect professionnel, enfin sportif, voire personnel dans leur vie. Je sais que par exemple, LeBron James, il dépense 1 million par an dans le coaching Mmh. et donc que ça soit de la nutrition, que ça soit donc j'ai toujours eu cette réflexion-là, que ça soit j'ai un coach sportif, j'ai eu, évidemment coach, business, j'ai eu, coach, scénique, tu vois? Coach oral pour monter sur Mmh. scène, enfin j'ai j'ai eu plusieurs experts sur plein de choses et globalement, j'ai toujours quelqu'un qui va pouvoir m'aider sur un aspect bien spécifique. Donc c'est très important pour moi, et c'est aussi pour ça que je le dis aux autres. C'est-à-dire que ce serait même incohérent de dire aux autres: «Tu as besoin de coach, tu as besoin de te faire coacher», enfin coacher, Et pas le faire, ouais. je t'appelle le sens global du coaching et que toi, quand L'accompagnement. on te pose la question: «Est-ce que tu as un coach?» Je fais: bah non, non». Mmh. Si, globalement, tu as toujours besoin, plus tu vas avancer dans la vie, c'est pas aussi parce que tu es vieux que tu as pas besoin de te faire coacher, hein, c'est Mmh. complètement faux, l'âge n'a rien à voir. Tu peux même te faire, aider, coacher, accompagner par quelqu'un qui est 2 fois plus jeune que toi, ça n'a rien à voir. Mais, il faut juste on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, savoir ce qu'on veut, vers où on va, la vision et à ce moment-là, bah, bizarrement, ce qu'on pourrait appeler, le, mmh, la théorie de quand tout va vers toi, en fait, tout simplement, la théorie de l'attraction, voilà, c'est ce que je cherchais. Ben en Mmh. fait, c'est parce que tu as une vraie vision qu'en fait, les bonnes personnes arrivent à toi. C'est-à-dire que ça soit, un collaborateur, que ça soit un mentor, que ça soit un coach et ça devient logique et après ça devient un puzzle qui est très, très facile à faire. Mais après bien sûr, je pense que j'en aurai pendant très, très, très longtemps des coachs ou des nouveaux mentors, quoi. Que ce soit Mmh. direct ou indirect d'ailleurs. Mmh. Et aujourd'hui, tu penses que tu aurais pas pu faire tout ce que tu as fait si tu avais pas été accompagné? Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Après, il y a même, au-delà de le faire, il y a aussi une question de rapidité. Parce que tu Ouais. peux aussi potentiellement, essayer de faire par toi-même un truc que tu vas mettre 10 ans à faire. Je l'ai fait en 6 mois parce qu'il y Mmh. a quelqu'un qui m'a aidé. Mmh. Donc je veux bien, mais je pense qu'à partir de 70-80 ans, tu as peut-être plus la même énergie, hein, et tu as plus l'envie. C'est quelque chose que tu vas mettre 10 ans à faire et que tu peux le faire en 3 mois, 6 mois, Et ça rejoint assez ce que je te disais tout à l'heure, c'est, on arrive tous à un certain niveau par le talent et un peu par chance parfois. mmh mh. Mais, si on veut passer un palier, on a besoin à un moment de se faire, aider, accompagner et il faut le prendre, faut pas Bien faut sûr. pas faut pas le refuser, quoi. Bah, et en fait, c'est surtout qu'au bout d'un moment donné, il y a tellement de choses à maîtriser ou potentiellement des choses que tu veux, développer, que ça soit à titre personnel, professionnel, que tu peux pas, en fait, tu peux pas te permettre de tout faire toi-même. Mmh. Ça prend trop de temps ou alors il y a pas grand-chose qui t'intéresse ou il y a ou tu as simplement envie de faire qu'une seule chose, de bien le faire, de le faire toute ta vie, c'est OK. Mais, c'est pas forcément l'évolution que je cherche c'est, connais-toi toi-même Mmh. et va réussir à le faire grâce aux autres. C'est-à-dire que là, sinon ça va être un petit peu compliqué, ouais.
Mmh. Alors, là, c'était sur des aspects un peu, personnels et puis tu te fais évidemment accompagner aussi sur des aspects techniques et il y a quelque chose qui m'intéresserait, c'est que tu nous parles un petit peu de comment ça s'est passé avec, l'AMF puisqu'il me semble que est-ce que ça a été, une tannée pour le dire, comme ça? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui a été accessible pour toi? Comment ça s'est passé? Non, non, bah, après, alors je vais remettre les choses dans le contexte. Donc c'était par rapport au projet de l'Or Token. Effectivement, on a fait une levée de fonds. En plus, je voulais que ça soit un format un peu hybride, avec une rente plus, derrière, tu avais des parts de la société. Enfin bref, c'était vraiment pour coller à ma communauté et essayer de toucher un maximum de monde aussi, sachant que c'était ce que voulaient la plupart des gens. Et quand tu fais une levée de fonds en France, le minimum, c'est, que ça soit validé par l'AMF. Sinon, bah, en gros, tu es hors la loi et que tu fais ton truc dans ton sens. Et c'est interdit de récupérer de Mmh. l'argent des gens comme ça, des euros, et de le recevoir sur un compte bancaire. Enfin, tu n'as pas le droit. Mmh. Le minimum, c'est de dire toc toc à l'AMF, je veux faire ça. Et forcément, bon, bah, c'était un projet quand même assez gros. On touchait au marché des crypto-actifs, donc la régularisation sur les marchés des crypto-actifs, c'est très très récent. C'est la loi de finances 2019 qui a été appliquée en 2020. Puis en plus, derrière, tu as eu les agréments PSAN, donc c'est des prestataires de services en actifs numériques. Donc, il y a beaucoup de choses neuves, jeunes, et que même le gouvernement n'est pas trop d'accord. Même eux, pour eux, c'est un peu flou. Donc, il y Mmh. avait la question de la levée de fonds, il y avait la question du marché, il y a la question des agréments. Donc, tout ça a fait que bah, on avait contact avec l'AMF assez souvent. Donc, l'AMF, tout simplement, c'est un peu la police de la finance en France. Bon, il y a les équivalents un peu partout, hein. Il y a la SEC, par exemple, aux États-Unis, c'est celle qui fait la police sur tout ce qui est finance, et ainsi de suite. Donc, c'était encore une fois très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, le fonctionnement, pour le coup, il y a tellement de façons de lever des fonds. Là, c'était des obligations convertibles, tu vois. Tu Mmh. peux lever des fonds de plein de façons différentes, hein. Bien J'en sûr, ouais. avais déjà fait, mais complètement différents. Alors, c'est contraignant, on va dire, dans un sens, parce que bon, c'est franco-français, là, pour le coup, hein. Il y a de la paperasse, c'est long. Quand tu as envie d'aller vite, bah, sachant qu'en plus, sur la levée de fonds, tant qu'elle n'est pas terminée, tu peux pas toucher à l'argent. C'est-à-dire que Mmh. et même si tu veux, tu as le droit de la prolonger. Si tu la prolonges d'un mois, tu peux toujours pas récupérer l'argent. Donc, tu as aussi envie d'aller vite pour développer ton projet. Mmh. Évidemment, hein, bah, tout simplement, tu sais aussi que potentiellement, il y a de la concurrence, il y a d'autres pays qui vont aussi beaucoup plus vite. Oui. Et en même temps, c'est bien parce que c'est aussi le but, c'est que ça soit carré, que tu aies pas de touristes, surtout sur un marché comme ça où il y a beaucoup d'arnaques sur les cryptos. Enfin, il y en a beaucoup moins maintenant que c'est régulé qu'il y a 4 ans où c'était encore la jungle. Mmh. Et c'est voilà, c'est juste que c'était lent, il y a beaucoup de paperasse, mais on a aussi simplifié au maximum, parce que je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui font des levées de fonds grâce à l'AMF, qui font leur truc dans leur coin, mais c'est pas du tout user friendly, quoi. Ils font pas en sorte de simplifier les choses. Nous, on a vraiment mis tout en place pour que ça soit simplifié au maximum, que ça soit minimaliste. On a mis Mmh. la plateforme en place, que ce soit user friendly, que tout soit expliqué, qu'il y ait un simulateur intégré de tu mets tant, bah, tu auras tant, et ainsi de suite. Enfin, vraiment, on a fait en sorte que je me mets à la place des gens qui voulaient investir, Mmh. que tu pas un truc de 30 pages à lire, que ça soit que noir sur blanc, parce que là, tu étais sûr, on était aussi potentiellement sûr de ne pas lever les fonds, Mmh. que ce soit très compliqué. Non, mais c'était très, très intéressant. Après, on a été aussi ambitieux, c'est-à-dire qu'on voulait lever plus de 1,4 million en 2 mois. Ce qu'on Mmh. a fait, on a dépassé 1,4 million en plus, ce qui était très ambitieux. Mmh. Avec le recul, je veux dire que on a bien fait les choses, parce que c'était quand même, on aurait pu ne pas y arriver en 2 mois. Ça aurait pu prendre plus de temps. Mais voilà, donc il y a des contrôles, ils vérifient, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on peut pas dire, des choses qu'on peut promettre. Il y a énormément de choses. C'est très, très, très carré, Mmh. et même dans le contenu. C'est-à-dire que quand on devait f parce que voilà, on a fait du mailing, on a fait des vidéos, il y a des choses que d'habitude que je peux dire et que là, on pouvait Oui. pas dire. Mmh. Parce que c'était cadré, parce que c'était une certaine façon de lever des fonds et pas d'une autre. Mmh. Donc très intéressant, mais à faire. Et encore une fois, voilà, contact à l'AMF, et potentiellement, si on pourra bientôt rencontrer le patron de l'AMF et lui exposer notre projet, d'ailleurs, qui est franco-français, parce qu'on l'a voulu comme ça. Et donc ça avance. Bon, si on peut faire aussi avancer les choses, et aider le gouvernement sur l'aspect réglementaire du marché, je pense que ça me ferait très, très plaisir d'être un des acteurs français sur le marché, hein.
Je te pose ça parce que j'ai eu un client qui a fait ça dans l'immobilier justement et il voulait lever en crypto et ça a été une tannée pour lui et je voulais avoir ton retour Oui, d'expérience parce parce que que là c'est parce que un... là, en plus, ça dépend aussi s'il veut que lever en crypto, parce que nous, de base, c'était une levée de fonds en fiduciaire, donc en euros, et on Mmh, a rajouté la possibilité de faire un virement en crypto. Donc c'est aussi un mmh, petit peu différent, c'est pas que 100 crypto. mmh. Donc il y a aussi pas mal de gens, bon après je sais que c'est la communauté qui me suit, donc forcément ils sont ils sont Bien crypto sûr. fans, donc il y a eu pas mal de paiements en crypto aussi, donc mais ça aussi j'étais fier que ça soit une levée de fonds française et en crypto, parce qu'il y en a pas eu beaucoup, mais là Mmh. on s'était entouré de plusieurs avocats, notamment de la première avocate en France qui avait fait, un projet crypto qui avait abouti avec l'AMF. Ok. Alors, on a vu que tu étais très synchronisé pardon, avec le monde qui nous entourait, que tu avais une approche assez moderne, personnelle de l'entrepreneuriat, mais il y a un troisième aspect chez toi qui est intéressant, c'est aussi cette approche communautaire des choses. Et ça, c'est aussi assez nouveau, évidemment, avec l'essor des réseaux, etc., etc. Mais Ouais. tu y as déjà un petit peu répondu, mais on peut creuser. Pourquoi tu veux faire appel à toute cette communauté? Parce que comme tu le sais, l'argent est partout. OK? Ah bah, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de fonds, et cetera, qui cherchent qu'une chose, c'est à placer de l'argent aujourd'hui et c'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'argent, mais en fait, il est là et Ah pourquoi bah, tu oui, t'es oui. pas directement tourné vers eux et pourquoi tu as souhaité te tourner vers, les particuliers, en fait? Oui, alors, beh, ça, c'est très, très intéressant. Alors, sachant que déjà, oui, pour faire une petite parenthèse, l'argent, il est littéralement partout. C'est-à-dire que ça, Mmh. c'est aussi, une limite que je pouvais avoir j'ai eu une chance, alors je sais pas si c'est une chance, mais j'ai jamais eu de blocage sur l'argent. C'est-à-dire que là où il y a des gens, des fois, qui ont des gros, gros blocages, ils ont même du mal à demander un prix pour ce qu'ils font, ça, j'ai Mmh. jamais eu. Par contre, oui, c'est-à-dire que le fait de savoir que en fait, je peux lever des millions et j'ai levé des millions pour des projets complètement différents, pour de l'IMO, pour de la crypto, pour des startups et en fait, maintenant, ça me fait plus rien. Genre, OK, fait 10 millions dans l'année, tout va très bien, toi et ça, tu m'aurais dit ça même il y a 5 ans, même il y a enfin, encore moins il y a 10 ans, j'aurais pas cru. Donc Mmh. ça, c'est très, très important de le dire et tu fais bien de le mentionner. C'est effectivement, c'est un peu le syndrome où quand je te dis: «Regarde dans une pièce, regarde tout ce qui est vert». Mmh. Tu vas me trouver, genre 15 objets qui sont verts. Et maintenant, je vais te demander: «Mais et quand tu as regardé, est-ce qu'il y avait des objets qui étaient jaunes?» «Bah, j'en Mmh. sais rien». Je sais pas, ouais. Bah, en fait, c'est pareil. Si tu te dis: «Bah, je vais focus à trouver de l'argent», alors là, c'est l'abondance totale. Mais parce que tu as un projet défini, il faut savoir quoi et combien. Parce qu'après tu te dis: «Je sais pas exactement pourquoi», c'est là, tu l'auras pas l'argent. Et donc pour répondre à ta question, alors déjà, c'était sur le premier aspect purement communautaire que j'ai créé depuis des années. C'est-à-dire que la marque Riche à 30 ans, bah, je crois alors si je dis pas de bêtises, j'avais acheté le nom de domaine quand j'avais 24 ans. Là, je vais avoir 30 ans dans 4 mois, tu vois? OK. Ça commence à faire et donc maintenant c'est pas une chance, mais j'ai quand même créé une belle communauté. Alors elle est pas énorme ici, mais je sais que la proximité est très grande. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette levée de fonds a été, bah, rapide et efficace et pas facile, mais j'aurais pas pu la faire sans la communauté. Parce qu'on l'a voulu aussi semi-privé, c'est-à-dire qu'il y a pas eu de business angel, il y a pas eu de médias et c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que, enfin, même la MEF nous disait: «Mais comment vous avez fait pour lever autant d'argent?» alors qu'on a été sur aucune plateforme de crowdfunding, rien Ouais, bien du tout, sûr, quoi. ouais. Mmh. C'était juste la communauté, le réseau, parce que je suis pas tout seul, il y a aussi Nicolas, bah, le réseau d'entrepreneurs, des amis et la communauté. Il y a eu 470 investisseurs. C'est-à-dire que c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en moyenne, un Ah, c'est ticket bien. de 5 000 € sur 2 mois, 470 investisseurs et là, on revient au tout début du projet, en fait, on voulait le faire différemment. On voulait faire un ticket minimum. Là, le ticket minimum, c'était de 700 € et on voulait faire un ticket de 7 000. Puis on s'était dit: «Bon, ça commence à faire élevé. On veut aussi que les gens puissent mettre un pied dans l'equity». Ça me faisait d'autant plus plaisir que l'equity, ça reste quelque chose d'assez élitiste. C'est-à-dire que non seulement Oui. il faut avoir de l'expertise, mais aussi, enfin, du capital. C'est-à-dire que tu ne te lances pas dans l'equity, c'est rarement ton premier investissement, tu vois? Mmh mh. Mmh mh. Donc c'est très élitiste, il faut de l'argent et là, je m'étais dit qu'en faisant un format hybride, c'est-à-dire que les gens ont 12 par an, donc ça, c'est un format obligataire, alors tu as 12 par an et au bout de 5 ans, tes obligations se transforment en actions, c'est-à-dire que tu as 0,01 de la boîte par obligation. Donc si tu avais 100 obligations, tu as 1 de la boîte. Donc ça me permettait aussi, toi, une sorte d'éducation, c'est-à-dire que de faire rentrer, 470 personnes sur de l'equity pour leur première fois, ça me faisait d'autant plus plaisir et 2 point très important, on s'était dit: Là, notre projet, c'est de faire une plateforme d'échange de pair à pair, donc d'utilisateur à utilisateur. Donc, il Oui. faut quand même,
quand il y a un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur et inversement. Et surtout, on veut redonner, voilà, la souveraineté monétaire au peuple. Donc on va se dire, bah, on ne va pas chercher 5 personnes qui vont mettre un billet de 200 000, on va chercher de suite potentiellement nos utilisateurs. Donc les investisseurs, je sais que moi, je suis persuadé que 90% des 470 investisseurs seront nos futurs utilisateurs. Donc l'aspect communautaire, le fait que mes investisseurs soient aussi mes utilisateurs, c'était très, très important pour moi. Mais parce que je sais aussi très bien que j'aurais pu très bien, aller chercher des tickets à 50K, des tickets à 100K, ça aurait été peut-être aussi efficace, hein, voire un petit peu moins de travail sur la paperasse, parce que là, ça en fait des dossiers à valider, et ainsi de suite. Ouais, bah, Mais c'était moins dans la philosophie du projet et puis c'était moins plaisant aussi, tu vois? Ça me faisait moins plaisir que ça soit des gros et ainsi de suite. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est l'aspect tribu, voilà, pour citer un livre de Seth Godin d'ailleurs qui est mmh excellent, Tribu, qui explique voilà comment tout le marketing et les projets maintenant vont de plus en plus vers un aspect de tribu, c'est-à-dire communautaire, mh. et j'ai suivi en fait tout simplement cette philosophie de Seth Godin, c'est-à-dire de tout faire de A à Z avec cette tribu. Lever les fonds, communiquer, c'est-à-dire que même là on a créé un canal Telegram pour, bah, donner les news à tous les investisseurs et Mmh. qu'ensuite ça devienne les utilisateurs et aussi, les premières personnes qui vont en parler, quoi. Ça va être, littéralement, ils vont porter le projet sur leurs épaules, les investisseurs. Ils Mmh. vont en parler et ça peut devenir viral grâce au fait que ça soit eux qui soient investisseurs, utilisateurs et porte-drapeau, du projet. Ambassadeur, ouais. Tout à fait, que ça soit des ambassadeurs, et que ce soit pas des ambassadeurs comme tu peux, en avoir en mode influenceur. Le influenceur, son placement de produit, il en a rien à foutre. Il sait des Mmh. fois même que c'est de la merde, mais il va avoir un billet. Un ambassadeur, c'est rien à voir. Il le fait gratuitement parce qu'il adore le truc. Il s'est placé dessus, il l'utilise et c'est comme ça d'ailleurs que devrait être le métier d'influenceur, qui est très, très, très limite parfois, Mmh. mais c'est génial. Parce que c'est comme ça que, en général, les produits réussissent ou que les entreprises réussissent. C'est peu viable et pérenne. Je te rémunère pour que tu parles de moi, mais en fait, tu es pas convaincu du truc, tu arnaques tout le monde. En général, ça dure pas très, très longtemps, ce genre d'entreprise, toi. Mmh. Ouais, de toute façon, tout ce qui dure prend du temps, justement. Oui, C'est oui, justement oui. Alors, l'inverse. au début, tu as l'impression que c'est un peu moins sexy. Tu sais qu'il y a peut-être un peu plus de travail, mais sur le long Mmh. terme, ça devient antifragile, justement. Alors cette communauté, elle a 6 ans, c'est ça? Tu as lancé ta marque il y a 6 ans, c'est ça que tu m'as dit, hein? Et du coup, ouais, 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 sur ma OK. présence en ligne, ouais, c'était ça, je crois que c'était 2015, donc Tu as ça doit commencé par un 6 blog, ans. c'est ça, hein? Oui, alors c'est ça, pour faire la version courte, c'est en fait, je le dois d'une personne, c'était un ami très proche, également entrepreneur, qui m'avait dit: «Bah, en fait, fais un blog». Faire un blog, ça Ouais. moi timide, faire un blog, OK, à la limite, j'écris, tu vois? J'écris, OK, très bien, mais dit: «À l'époque, tu sais tellement de choses sur l'investissement», parce que là, je commençais à avoir quand même plusieurs années déjà entre de mes 18 ans et mes 25 ans, mes 24 ans. Je commençais quand même à avoir des très, très bonnes bases et surtout que j'y suis allé massivement, quoi. Je voulais vraiment, avoir ma liberté financière d'ailleurs que j'ai eu à cet âge-là, à 24 ans et y aller vraiment massivement et je l'ai fait. Alors même la première année d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis le début, on voyait pas ma tête. Pendant un an, il y avait pas Mmh. une photo de moi, enfin il y avait rien. J'écrivais des articles et du mailing. C'est-à-dire que je faisais des mails et en fait le truc il est devenu viral, c'est-à-dire que les gens partageaient mes mails, ils partageaient, mes articles et c'est grâce à ça que je l'ai fait évoluer. Parce qu'après, je l'ai fait évoluer aussi avec la communauté. Les gens qui me demandent: «Est-ce que tu peux me coacher?» alors que moi, de base, je voulais juste écrire des articles, toi. Ouais. Et après, je l'ai fait avec eux, enfin, et au fur et à mesure, j'ai développé parce que ça j'ai pris énormément de plaisir et à la limite, là encore, je ne savais pas que la chose qui me ferait le plus plaisir aujourd'hui, ce serait de monter sur scène et de faire des conférences. Alors tu m'aurais dit ça à l'époque, j'aurais dit: «C'est pas vrai du tout, tu te fous de ma gueule». Et Mmh. je ne savais clairement pas ça, et je l'ai mis en place grâce à la communauté et le développement et la sortie de la zone de confort, clairement. Mais Mmh. ouais, ça va faire 6 ans là, c'est ça. Ouais, donc un blog et puis donc c'est ce blog essentiellement qui a fait que tu as Ah bah, bâti cette communauté plus oui. YouTube puis des podcasts, Bah, en quoi? fait, là, ça quasiment, il y a plus rien à voir avec le projet initial. C'est-à-dire que le blog, je fais plus de blogging pur. C'est-à-dire que je fais Mmh, plus ouais. d'articles. Je fais plus Mmh. d'articles. Quand je veux faire du contenu, maintenant, c'est sur ma chaîne de podcast. Ça va beaucoup plus vite. Je prends mon micro, je parle. Et sinon, je suis pas mal sur Instagram et sur Telegram. Après, Ah OK. il y a le site qui est là. Mais par exemple, enfin, YouTube, aussi, il y a quelques vidéos, mais c'est surtout des vidéos
vitrine. Toi, par exemple, il y a des vidéos sur mes séminaires, il y a des vidéos sur ce que je Mmh. peux proposer, ainsi de suite. Je suis pas des vidéos comme des youtubeurs. Ma chaîne YouTube est sur SoundCloud, sur iTunes, enfin bref, c'est une chaîne de podcast. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui vient pour mes podcasts, mais aussi sur les événements. En temps normal, on fait beaucoup d'événements. Le site aussi, bon, il y a toujours des informations très utiles, mais c'est sûr que le projet initial, le blogging, à la limite, il y a encore le mailing. Le mailing, des fois, j'écris pas mal de mails OK. qui ont de la valeur, mais c'est sûr que si tu regardes le projet initial, il y a rien à voir. Si tu m'avais dit encore pareil, il y a 6 ans que, j'allais avoir le club Templeton, mais aussi un fonds d'investissement en crypto-monnaie, Mmh. où tu gères l'argent des gens, enfin bref, il y a et rien à voir et en fait, je suis arrivé à prendre mon pied sur ce que je fais maintenant avec l'évolution, qu'il y a eu sur ces 6 années. Enfin, sur la partie, je parle vraiment sur la partie conseil investissement. Parce que ça aussi, ça peut être un bon conseil, c'est souvent on se dit: «Mais moi, je veux faire ça, 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 ça» et on imagine que, la création va venir par la réflexion. Alors ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que j'aurais pu imaginer, pendant des années, il y aurait jamais eu rien qui serait comme aujourd'hui. Par contre, la création, elle vient par le passage à l'action. Alors, tu sais pas vers où tu vas, mais du moment que tu as ta vision et que tu es aligné, au bout d'un moment, tu vas trouver véritablement ce qui fonctionne pour toi et qui va fit le marché. C'est le market fit, le product fit, qui va Mmh. faire que, OK, à ce moment-là, c'est ce que veulent aussi les gens, c'est ce que toi, tu es dans ta zone de génie et qui va faire que, OK, à ce moment-là, bah, c'est aligné et ça fonctionne. Mais ça peut venir que par l'action, même s'il y a des choses au début que tu vas faire qui vont moins te plaire, il y a des choses que tu vas découvrir qui vont énormément te plaire, mais c'est pas en réfléchissant, en se disant: «Attends, il faut absolument que j'ai la carte, que j'ai les plans, pour pouvoir faire ce que je dois faire». C'est-à-dire que Mmh. c'est la réalité, elle est toujours différente du plan, en fait. Merci de dire ça parce que c'est tellement vrai. Puis il y a tout ce que tu sais pas et justement que tu dois aller, Mmh. il faut aller chercher ce qu'on sait pas aussi et Et ça, puis c'est aussi par l'action. une fois que tu es lancé, enfin, hormis au début, à la limite où tu peux arrêter au bout de 3 semaines, mais tu peux plus t'arrêter à un moment donné. Enfin, Mmh. si tu as fait un truc et au bout de 3 ans, tu es toujours dedans, c'est comme le sport. C'est-à-dire que là où tu arrêtes le plus, c'est les premières semaines. Mmh. C'est au bout de 3 ans, tu es devenu une machine, tu as des muscles de partout, tu as beaucoup plus tendance à ne pas abandonner que quand, ça faisait 3 semaines et que tu avais toujours pas de résultat. Bah, ça, c'est un peu l'idée, c'est que si tu avances bien, tu commences à avoir des résultats et alors, il y a quelques sacrifices des fois, hein, pour ceux qui ont véritablement pas de capital et qui ont pas de connaissances. Au début, ça peut être difficile, tu manges des pâtes, ça peut être vrai. Mais au bout d'un moment, si tu peux pas mais ça, j'en ai eu des clients qui passaient jamais à l'action parce que des gros blocages et qui faisaient pas, mais qui attendaient que ça soit parfait dans leur tête, tu vois? Et Mmh. sauf que tu maîtrises rien, c'est-à-dire que même sur l'aspect des fois, juridique, c'est-à-dire: «Est-ce que ce que je veux faire, c'est possible?» Bah, demande à un avocat, tu peux pas Mmh. l'imaginer, tu as pas toutes les compétences, donc il faut le faire et après, bah, tu ajustes, tu pivotes. Tu vois, c'est la fameuse phrase de l'entrepreneur, c'est, quelqu'un qui se jette d'un avion et qui construit en fait heu, Mmh. Fondateur de LinkedIn, ouais. sa Mmh. sécurité à ce moment-là et c'est exactement ça. C'est-à-dire que Mmh. bon, sinon, tu peux, passer des années sans rien faire. Mmh. C'est le fondateur de LinkedIn qui disait ça. Et ben, justement, tout à l'heure, on parlait du temps un peu qui passe. Tu te vois comment dans 5 ans? Tu te vois où dans 5 ans? Alors dans 5 ans, du coup, J'ai que des bonnes questions, hein, je te l'ai dit. non, 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 en plus, c'est des très bonnes questions parce que souvent dans les interviews, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent et Mmh. c'est pas le cas et alors dans 5 non, mais c'est vrai. Sauf la première, on va dire. Dans Ouais, tu l'as piqué quelque part celle-là. Ça, je crois, oui. Dans 5 ans, alors déjà, il y aura toujours l'Or Token parce que l'Or Token, il y avait aussi un aspect sur lequel on voulait que ça soit carré. C'est qu'on a mis d'ailleurs, Nicolas et moi, Nicolas, c'est mon associé, on a mis, dans le dossier, donc qui a été présenté à l'AMF et qui a été ensuite présenté aux investisseurs, que nous, on n'allait pas se rémunérer pendant 5 ans. Mmh mh. Parce que ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que là, pour le coup, comme je suis business angel, je le sais que 90 des échecs des startups, ça vient pas du produit, pas du marché, du machin chose. C'est juste que le fondateur, il suit plus derrière. Enfin, il peut plus payer son loyer, il peut plus manger, enfin, il peut plus manger quoi, il peut plus nourrir sa famille. Et c'est très, très, très dommage et triste parce que la plupart du temps, des fois, c'est des projets qui peuvent aller, qui Mmh. peuvent continuer. C'est juste que des fois, à 3 ou 6 mois près, c'est juste qu'il y a plus de trésor et que le projet est abandonné. Donc et c'est ce qu'on a mis devant les yeux de nos investisseurs et de l'AMF. Alors l'AMF, à la rigueur, on s'en fout un petit peu, mais c'est que nous, on n'a pas besoin de ce projet-là et que seulement dans 5 ans,
à ce Mmh. moment-là, si ça fonctionne, seulement si et seulement si ça fonctionne, Mmh. on va commencer potentiellement à prendre une petite partie pour nous. Donc mais on compte pas du tout, c'était aussi un point très important pour moi vis-à-vis de Nicolas et Nicolas vis-à-vis de moi, c'est qu'on n'ait pas besoin de ce projet. Donc dans 5 ans, normalement, on aura toujours leur token et ça sera c'est un de mes des gros, gros, gros projets, c'est que, effectivement, on puisse avoir cette plateforme haut de gamme et qui permet aussi d'ubériser complètement l'investissement et pourquoi ça sera toujours là dans 5 ans? Parce que là, on va faire du volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la partie conseil, plus ça a été, plus je me suis restreint à faire du très haut de gamme et quand tu fais du haut de gamme, il y a moins de personnes. Il y a toujours l'aspect riche à 30 ans où là, j'aide les plus jeunes et il y a un peu plus de volume, il y a Mmh. les réseaux Mmh. sociaux. Mais sur nos 3 offres haut de gamme, c'est très peu de personnes. J'impacte énormément, mais peu de personnes. Mais Mmh. là, leur token, techniquement, alors déjà, même la première année, on a un budget pour l'Europe. En fait, on va attaquer très vite l'Allemagne et l'Espagne et Mmh. également l'Angleterre, parce que l'Allemagne, c'est un gros pays, surtout sur le marché crypto en Europe. L'Espagne et l'Angleterre, parce que c'est aussi pour toucher ensuite, quand on ira hors Europe, bah, qu'on parle déjà espagnol et en anglais. Mmh. Donc, c'est de toucher potentiellement la planète avec ce projet-là. Mmh. De continuer, on va dire, de faire du très, très haut de gamme avec quelques personnes. Alors toujours de faire des très, très gros projets d'investissement, hein. Encore une fois, je ne vais pas citer des projets en particulier, mais qui vont être dans l'économie réelle et qui vont avoir un vrai retour sur investissement pour des personnes que j'accompagne. Et à côté, d'essayer de toucher au maximum, le plus grand nombre de personnes possible avec leur token. OK, et géographiquement, tu te vois encore en France dans 5 ans? Alors je suis fermé à rien. OK, Je suis assez franco-français, parce qu'il y a pas beaucoup de web entrepreneurs en plus qui sont véritablement en France, oui. qui vivent en France, qui payent leurs impôts en France et qui disent aux autres de rester en France parce qu'il y a énormément de Mmh. niches fiscales et ça peut être un paradis fiscal, la France, ce qui est Mmh vrai. mh. Mmh. En général, c'est plutôt, les propos inverses, qu'on dit, c'est de partir de la France, Mmh mh. aller sur un offshore ou aller dans un pays, ne Mmh mh. payer pas d'impôts, c'est plutôt ça qu'on entend. Oui. Donc sur l'aspect-là, moi, enfin, ça me gêne pas parce qu'en plus, j'ai énormément de patrimoine en France. Mmh mh. Je préfère que mes enfants aillent Tes dans une intérêts école. économiques sont ici, de toute Mais façon. oui, même, je veux dire, c'est un très, très, très beau pays et pourquoi il y a le Qatar, enfin, il y a énormément d'investisseurs qui viennent en France et ils sont pas cons, hein. C'est aussi qu'il y a il Mmh. y a énormément de choses à faire d'un point de vue purement investissement et économique et que derrière, la politique et on va pas rentrer dans le sujet, mais dire que la philosophie du français, elle est quand même pas mal. C'est-à-dire que quand tu as un résident fiscal français qui est à l'étranger et qui revient en France pour se faire soigner, bah, ça parle de lui-même, quoi. C'est-à-dire que ça va plutôt bien notre système, on est plutôt bien au niveau de Mmh. la santé, de l'éducation. Bah, je sens que mes enfants, ils pourront aller dans une école française, donc sur cet aspect-là, ça va. Après, je crois que j'ai déménagé 11 fois, en 8 ans. On pourra très bien être, moi je veux juste du soleil, toi. Bon, on sera peut-être Ouais. au Portugal dans 5 ans ou en Espagne, Oui, ça je ne sais pas, ouais. surtout que j'ai pas beaucoup d'attaches d'un point de vue familial, hormis, mes enfants et ma femme. Hem, mais ouais, ça serait intéressant de voir d'un point de vue géographique, mais là-dessus je suis pas fermé. C'est-à-dire que, en plus, d'un point de vue immobilier, j'ai toujours investi, via ma capacité d'emprunt pour faire du locatif et je suis locataire, donc ça se trouve dans un mois je peux aussi partir. Je suis Mmh mh. pas, Tu es pas esclave attaché, de ouais. ma résidence principale ou enfin, je peux partir quand je veux, quoi. Mmh mh. Non, mais cette réflexion, là aussi intéressante parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui prônent, l'étranger Ouais, et j'ai eu cette réflexion aussi, tu vois? Et j'étais en Égypte quand pour le deuxième confinement, par exemple, et on voit vraiment la différence entre un d'accord. pays qui est impacté par le covid, Oui, tu bah, vois? c'est Au niveau ça. Mmh. tourisme, parce que moi, je suis issu essentiellement du tourisme, donc évidemment, je suis beaucoup impacté, tu vois? Mmh. Par les fermetures d'établissements. Bah, Mais tu m'étonnes, oui, oui. paradoxalement, je le vis bien. Enfin, tu vois? Je suis pas, enfin, ça se passe bien. Je veux dire, en France, les choses se passent, c'est merveilleux même en France, tu vois? Bien sûr, parce que là, pour le coup, j'ai vécu, plusieurs années aux États-Unis où j'ai fini mes études et j'ai eu une expérience dans une start-up aux États-Unis et j'ai de la famille aux États-Unis. Yes. Heu, je peux te dire que, bah, quand tu vas voir le docteur et que tu payes 300 ça fait mal, quoi et Mmh. après, c'est leur culture. C'est-à-dire que c'est dans les 2 extrêmes et que, ils le veulent aussi, donc toi mais du coup, si tu es pauvre, bah, tu es pauvre, mais tu l'assumes, c'est que c'est ta faute que tu es pauvre, tu vois? C'est Mmh. comme ça qu'ils le voient. Mais ouais, c'est-à-dire que quand tu arrives à l'hôpital et qu'on te ferme la porte parce que tu as pas de quoi payer, en fait, tout simplement, le pourquoi du comment tu viens, Mmh c'est mh. aussi une autre réflexion à avoir.
Après, là, il y a des bonnes choses à prendre dans l'un ou dans l'autre, mais c'est un aspect à prendre en compte. C'est la qualité de vie. C'est aussi une raison pour laquelle je suis revenu en France, c'était la qualité de vie. Mmh. J'ai vécu et je suis persuadé qu'en Europe, la qualité de vie est bien meilleure qu'aux États-Unis, à moins d'être ultra riche. Mmh. Effectivement, ça résout beaucoup de problèmes ça. OK, l'argent n'apporte pas le bonheur, mais le bonheur est contribué énormément par l'argent. Et comme tu l'as dit, et c'est vrai que quand on n'est pas initié, on ne le sait pas, mais il y a énormément ce que tu as appelé des niches fiscales, des mécanismes fiscaux pour les entrepreneurs qui sont quand même extrêmement, Bah, extrêmement c'est favorables extraordinaire la France, et ça changera pas en plus parce que non, mais c'est le pays du monde où il y les a le plus capitaux de sont niches libres fiscales déjà. C'est donc ça bougera c'est pas. extraordinaire. Mais même là, sur leur token, c'est-à-dire que bon, moi, je me mets à la place de l'entrepreneur qui monte sa première boîte pour la première fois, et là, effectivement, ça peut être compliqué. Il a besoin de Alors nous, on capital. reprend donc ça va. Non, mais c'est vrai, alors que je suis pas le premier qui ait besoin de capital pour lancer un projet, mais là, sur leur token, enfin, il y a BPI France qui nous suit, qui Oui. nous fait un chèque de 500 000 €. On peut on a une autre aide de la région qui va nous faire un chèque de 100 000 €. On peut ne pas payer de charges sur nos employés pendant 3 ans. Enfin, ça n'existe nulle part. Enfin, tu vois, aux États-Unis, c'est le pays du business pourtant. C'est tu fais ton cash ou tu le fais pas, mais tu as 0 aide, tu vois? Mmh. Et Mmh. même Pôle emploi, c'est le plus gros incubateur du pays en fait, hein, enfin Pôle emploi. Tu peux avoir ton salaire pendant 2 ans, et monter ta boîte. Oui. De c'est aux États-Unis, c'est fuck you quoi, tu vas te faire voir. Si tu montes ton truc, c'est brûler les Mmh. bateaux, c'est soit tu y arrives, soit tu y arrives pas, mais tu as pas d'aide. Mmh. C'est donc c'est et même sur l'immobilier, c'est pourquoi je fais toujours à fond de l'immobilier en France. Parce que enfin, tu peux défiscaliser, tu peux ne pas payer d'impôts pendant c'est aussi, je dis très souvent que enfin, je ne paye pas d'impôts. Je ne Mmh. paye pas d'impôts, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a des produits fiscaux et d'investissement qui permettent de payer zéro. Voilà, et quand je dis ça, la plupart des gens me disent: «Mais c'est illégal, est-ce que» eh bien évidemment que c'est légal, mais si tu sais pas ça, c'est, l'ignorance qui fait que tu en es là. Mais ça enrichit celui qui a la connaissance, encore une fois. Donc Mmh. pour ceux qui écoutent ça, à la limite, ça peut vous étonner, mais si vous avez des questions, je suis là. Mais bien sûr que reste il y a juste sur le marché cryptoactif où c'est un peu tendax de lancer un projet. C'est-à-dire qu'en 2017, quand il n'y avait pas d'agrément, la plupart des entrepreneurs français, ils allaient en Suisse pour monter leur projet crypto. Mais Oui. c'est juste une question de facilité et d'agrément. Après, c'est une autre question, mais sur les aides et sur la facilité, c'est un très, très beau pays. Mmh. OK. Alors François, on arrive sur la fin. Tu as vu que je t'ai pas posé de questions sur ce que tu faisais vraiment. C'est-à-dire on n'a pas parlé crypto, on n'a pas parlé, parce que je voulais avoir la vision, Oui. tes process et qui tu étais. Mais on va quand même être obligé un petit peu de parler de crypto, d'autant plus que tu as en face de toi vraiment, pour le coup, un néophyte. Autant sur le business, je OK. connais, mais autant en crypto, moi, je suis pas investisseur, tu vois, en crypto, même si je te suis depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une actualité qui est brûlante puisqu'on a, le patron de Tesla, enfin Tesla même, c'est Tesla qui aurait Mmh. acheté 1,5 milliard, pardon, quand même, 1,5 1,5 oui. milliard et puis, on a cette explosion, spéculative. Peut-être que tu vas me dire: «C'est pas spéculatif, que c'est une tendance de fond». Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là sur, ce qui se passe actuellement? Clairement, tu sais, tu as toujours l'impression de louper le train qui est déjà parti parce qu'on était à Oui, 3 oui, ou oui, 4 000 non, et puis maintenant on est à 38. Je regardais ce matin, on est à 46 000 pardon. Bon, 46 on 000 fait cette c'est une interview, au plus haut historique du bitcoin. voilà, aujourd'hui, on est au plus haut. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à investir dans quelque chose que je comprends pas. La crypto, clairement, je OK, comprends c'est pas. bien, ça c'est bien. Pourtant, je m'informe, mais je comprends pas ce qui se passe autour de ça. Pour moi, c'est presque un actif déflationniste. Tu vois ce que je veux dire? J'avais cette vision, c'est-à-dire que c'est quelque chose de conservateur. On parle beaucoup de l'inflation. On a 200 milliards qui ont été placés Mmh. par l'épargne française. C'est C'est vrai. énorme. Donc, on va se retrouver je pense, avec de l'inflation juste de ce fait-là. En plus, on a une partie énergétique qui a l'air aussi d'être un peu tendax au niveau du pétrole. Donc, on va voir si on n'a pas de l'inflation à porter. On verra tout ça. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que la crypto, bon, bah, tu la gardes parce que tu veux conserver sa valeur. Tu vois. Mmh, 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 mmh. Alors Qu'est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, à moi parce que je sais que dans ma c'est communauté, bien que les tu gens sois sont très, néophyte. très éloignés de la crypto. OK, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que, heu, les planètes sont alignées
pour les cryptos et le Bitcoin en ce moment. D'ailleurs, c'est assez hallucinant que ça tombe en ce moment. Genre, à la limite, le Covid, c'est ce qui a fait pumper le Bitcoin, tu vois. Mais on va en discuter. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Des choses qui n'ont rien à voir et des choses plus ou moins connues par le grand public. Alors, le Bitcoin, si je devais le résumer aujourd'hui, ce qui fait aussi qu'en ce moment, fin 2020 et 2021, ça a fait exploser le Bitcoin, c'est que c'est la promesse contre l'échec du système. Voilà, Mmh. déjà. Alors, pour résumer, le Bitcoin, de base, c'est un protocole informatique, hein. C'est-à-dire que derrière la technologie, c'est la blockchain. En gros, c'est comme Internet, vous utilisez Internet, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous n'avez même aucun intérêt à savoir ce qu'il y a derrière. Mmh Là, c'est mh. un peu pareil. C'est-à-dire que vous n'avez aucun intérêt à savoir comment marche la blockchain, mais la blockchain est là. C'est-à-dire que c'est une des plus grandes révolutions, c'est même la plus grande révolution depuis Internet, depuis 20, 25 ans, 30 ans. Et c'est là, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas désinventer une invention. Donc, en Mmh. gros, c'est ça. Donc l'idée de base, quand ça a été créé, c'était effectivement de redonner la puissance au peuple. C'est-à-dire que c'était vraiment ça, on a eu un gros choc économique et financier en 2008, ce qu'on a appelé la crise de subprime, et il y a quelque chose qui allait pas. Il fallait changer quelque chose. Bon, techniquement, les grands de ce monde n'ont rien appris, on a fait bien pire, là, c'est 1000 fois pire actuellement, mais l'idée de base du créateur du Bitcoin, donc Satoshi Nakamoto, c'était de créer une monnaie en utilisant le principe de la blockchain, mais de créer une monnaie. C'est-à-dire que là, le Bitcoin, au final, c'est la seule crypto-monnaie qui sert de monnaie. C'est-à-dire que les autres crypto-monnaies, d'ailleurs, il ne faudrait pas dire monnaie, c'est pour ça que je dis tout le temps Mmh. crypto-actif, mais ce n'est pas des monnaies, les autres. C'est Mmh. rien à voir. Et donc, le Bitcoin, c'était d'avoir cette fameuse monnaie qui remplace toutes les autres et surtout d'avoir ce principe de pair à pair, d'échange, un peu comme avant, remonter un peu le temps. On utilisait la technologie d'aujourd'hui, mais c'est du troc, c'est de l'échange et il n'y a pas une banque centrale qui est là pour dire bah, c'est moi qui contrôle l'argent et c'est moi qui imprime. Ça aussi, c'est Mmh. un point très important, c'est Mmh. que le Bitcoin, il y a un nombre limité. Il y en a Mmh mh. 21 millions. Pas un Mmh. de plus, pas un de moins et on ne pourra pas en réimprimer. C'est-à-dire que, rien que l'aspect-là, c'est assez extraordinaire parce qu'en 2020, il y a eu une impression monétaire assez extraordinaire, que ça soit d'ailleurs la Banque centrale américaine ou européenne. Donc il y a eu des milliards, des milliers de milliards de dollars et d'euros qui ont été imprimés. Ce qui fait que, ça c'est facile à comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en finance pour comprendre ça, c'est que ça rajoute des billets sur le marché et ça fait perdre de la valeur à ceux que vous avez et en plus, ça fait augmenter le prix des actifs réels qui ont de la valeur. Donc, ce qu'on appelle Mmh. une inflation, voire une hyperinflation. Je te coupe, mais c'est ce que je disais sur ces 200 milliards parce que toi, des entreprises comme les nôtres physiques, on a reçu de l'argent, d'accord? Ah ben, mais bien sûr. Qui est de la subvention, Mais d'accord? il y a Bon, eu de alors on dit que l'argent c'est de la dette, donné mais voilà, il y a eu de ça a été l'argent donné. donné au peuple, alors, qu'à voir le fameux stimulus check aux États-Unis, hein, Trump qui a signé des chèques à tous Mmh les mh. Américains et de l'argent qui a été donné aussi aux pros et aux institutions, aux hedge funds, à la finance, à Wall Street. Et il y a un petit chiffre qui est assez intéressant, c'est que 20 des dollars en circulation actuellement ont Mmh. été imprimés En en 2008? 2020. En 2020. En 2020, d'accord, OK, j'avais entendu 2020 2008 moi. OK. et en 2008, depuis 2008, il y a 80 des dollars en circulation qui ont été imprimés après 2008. Donc c'est une Ah OK. inflation. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on ne sait Mmh. pas le chiffre-là, c'est assez ahurissant. Ce qui fait qu'effectivement, ça fait perdre énormément de valeur à ce que tu as dans la poche. C'est-à-dire que là, Mmh mh. techniquement, c'est vrai que si tu laisses de l'argent sur un livret A ou l'équivalent aux États-Unis, bah, tu perds de l'argent, clairement, entre l'inflation, l'impression monétaire, la dévaluation sans prêt. Et en plus, tu as des prix qui augmentent parce que forcément, si tu as tout le monde qui a plus d'argent, bah, le prix de l'immobilier va faire plus 10, plus 20 et cet argent a été déversé dans tous les investissements. C'est pour ça que je dis que 2020-2030, ça va être la décennie des investisseurs. Pourquoi la bourse augmente, pourquoi l'immobilier, pourquoi l'or, pourquoi les métaux précieux, pourquoi les cryptos, tout augmente, c'est parce qu'on a des dollars gratos de tout le monde. C'est-à-dire que les Mmh. particuliers et les professionnels de la finance mais ont des dollars et bah, ils ne le consomment pas forcément, ils le mettent sur les marchés financiers. Oui, Donc ça, avec ses c'est spécificités, c'est ça, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va sur les marchés financiers. C'est pour ça que les marchés, actions, la bourse n'a oui, oui, pas c'est s'est pas ça. pété la gueule, c'est parce qu'elle a été, Ah oui, non, heu ça c'est là, on est sur une manipulation totale et de toute façon, la finance a complètement divorcé avec l'économie. C'est-à-dire que l'économie va ouais, il y a très, plus de très, très sens, ouais. mal, Mmh mh. les entreprises font faillite, les gens se sont virés, mais la finance, elles sont son plus haut historique. Donc c'est Mmh mh. complètement virtualisé et ça n'a plus de sens. Enfin bref. Et ça explique aussi une partie de l'augmentation du bitcoin aussi, parce que les gens perdent confiance en leur monnaie, perdent confiance dans leur gouvernement, dans les banques et mettent aussi une partie de leur argent en bitcoin et même Mmh. les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises, Tesla, ils viennent de mettre 10 de leur trésorerie en bitcoin.
Mmh. Il y en a d'autres qui ont mis plus, il y en a d'autres qui ont mis moins, mais c'est une promesse contre l'échec du système financier. Donc ça, c'est déjà assez facile à comprendre et sur le bitcoin, on peut même remonter un petit peu plus en arrière. Il y a énormément de pays aussi qui ont eu, une hyperinflation comme le Venezuela, comme l'Argentine, comme la Turquie, enfin bref et où littéralement leur monnaie a été divisée par 10 000 voire 100 000. Enfin, les mecs se chauffaient en fait avec leurs billets, ça coûtait moins cher que d'acheter du bois. Enfin, il y a des Je images, suis c'est allé en, je extraordinaire. suis allé en Turquie et tu sais, ça fait plusieurs fois que je vais en Turquie et là, c'était fou le prix, l'euro par rapport à la Ah livre oui, turque. mais C'est un il y a truc de des dingue. images, enfin, les mecs qui sont en train de transporter des Ah ouais, montagnes de c'est. billets pour se chauffer et c'est une hyperinflation. C'est-à-dire que là, la monnaie est complètement détruite, en fait Hmm. et si tu regardes, à cette période-là, sur Google Trends, tu regardais que le pays, admettons le Venezuela ou l'Argentine, à ce moment-là, il y avait une recherche assez incroyable de qu'est-ce que le bitcoin, tu vois? Et l'argent, les particuliers ont mis leur pognon sur le bitcoin. De base, juste pour pas perdre d'argent. C'est-à-dire que, Mhm. forcément, c'est l'économie d'une vie, enfin, tout ton salaire, ça n'a plus aucune valeur à Mhm. cause de l'État. Et donc, eux ont mis leur argent dans le bitcoin. Donc, déjà, au niveau micro, ça a déjà été démontré que le bitcoin, c'était vraiment contre la crise. Donc, bon, après, en plus, ils ont gagné de l'argent parce que ça a bien augmenté, ça fait x10 Mhm. depuis, hein, on n'en est pas là. Et après, tu as d'autres. Bon, là, c'est l'aspect philosophique, l'aspect économique, l'aspect financier. Mais clairement, derrière, il y a aussi tout ce qui est réglementation. C'est-à-dire qu'en 2017, là, c'était un peu une bulle qui avait été Mhm. créée par les particuliers, ce qui est vrai et c'est la première fois de l'histoire où on a un marché qui est d'abord fait par les particuliers. C'est-à-dire que d'habitude, c'était toujours l'institutionnel, les gros portefeuilles, les richissimes, on peut les appeler comme ça, qui sont en premier sur le marché. C'est facile à comprendre et après tu as les particuliers qui arrivent, ils se font pigeonner, enfin ils achètent les trucs beaucoup trop cher. Et là, c'est Mhm. l'inverse qui s'est passé. Et là, c'est, parce qu'en gros les marchés, des cryptos, surtout bitcoin, c'est cyclique, hein, c'est exactement 4 ans. C'est-à-dire que des fois, c'est à la semaine ou au mois près, c'est assez hallucinant. Et là, les institutionnels, vu que maintenant c'est réglementé, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, il y a Oui. des agréments dans tous les pays, ils ont mis des lois, la France, n'importe quel pays a mis donc les institutionnels maintenant peuvent se placer, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Mhm. Donc là, littéralement, il y a des milliards, il y a des fonds d'investissement, il y a même des banques qui maintenant, sous la pression de la demande de leurs clients, qui ont mis 1 en fonds de portefeuille en Mhm. bitcoin. Il y a des fonds d'investissement, il y a des hedge funds, il y a des entreprises, il y a des particuliers. Là, 2021, c'est une année assez extraordinaire et qui va être historique Ouais. pour tout ça. Et c'est pour ça que je te disais que les planètes sont alignées, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a tout qui va bien ensemble. Mhm. L'impression monétaire pousse le Bitcoin, la crise sanitaire économique pousse le Bitcoin, les gens qui ont plus confiance dans l'État-nation, dans le gouvernement, dans les banques poussent le Bitcoin. Les institutionnels, c'est en ce moment, vu qu'il y a la régulation, ça pousse le bitcoin. Enfin, il y a un aspect, ingénierie, finance, philosophique qui me plaît énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore ça, ça relie en fait toutes mes passions. C'est parce que derrière, il y a quand même un aspect purement ingénierie. C'est-à-dire Ouais. que Ouais. là où un euro, un dollar ne repose sur rien, ça c'est un 1 et un 0 sur un compte bancaire, mais ça vaut rien du tout. Là derrière, il y a quand même un aspect, enfin il y a un protocole informatique qui a été établi, c'est des codes, enfin il y a une énergie qui est demandée pour faire ça. Donc c'est plus terre à terre que ton euro, toi. Dis Et François, t'es pas un peu un gilet jaune de l'investissement en fait? non, je suis le Robin des Bois de l'investissement, je préfère Non, mais dire. c'est un peu gilet jaune cette notion de reprendre la main, tu vois. Alors, c'est de C'est. reprendre la main, oui, par contre les gilets jaunes, là, il y a un gros problème, c'est qu'ils attendent d'être sauvés par l'État, justement. C'est là qu'il y a un C'est problème, vrai. voire qu'il y ait même une dichotomie. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander ta liberté et en plus attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. C'est vrai, c'est vrai. Heu, là, je suis d'accord par rapport à ce que tu dis, c'est vrai, c'est de reprendre le pouvoir, là, je suis d'accord. Par contre, c'est reprendre le pouvoir par soi-même. Alors c'est Mhm. par tes là, c'est très entrepreneur, du coup, Mhm. c'est très nietzschéen, hein, tu as besoin de personne d'autre, ça, c'est que tu dois le prendre par toi-même, ta liberté et en fait, Mhm. ça a toujours été comme ça pendant des millénaires. C'est juste que maintenant, on a une société qui avance sur les 5 dernières années. D'ailleurs, il y a la théorie des 5 siècles, je ne sais pas si tu la connais, qui dit qu'il y a une civilisation qui est mise en place, un paradigme qui est mis en place tous les 500 ans. C'est pareil, c'est assez hallucinant des fois Mhm. au niveau du timing. Et là, on arrive au bout des 500 ans. Mais là, en termes de quelques années. Donc Mhm. techniquement, 2050, c'est la fin de notre paradigme actuel et sur lequel on doit changer. Et là aussi, c'est tout ce qui est nouvelle technologie, innovation, blockchain, Bitcoin, pousse extrêmement
vers ce nouveau paradigme. C'est-à-dire que Mhm. bon, les institutions, machin, c'était l'ancien temps. Enfin, même la technologie Visa, c'était écrit dans les années 70. Tu mets Ouais. 3 jours pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Mhm. Ça n'a plus de Mhm. sens. Et Mhm. donc, là, c'était le cycle, on va dire, des institutions de l'État-nation. Et normalement, il y a plusieurs livres et de sociologues qui ont écrit là-dessus. Le prochain cycle, normalement, c'est le cycle de l'individu. Donc, où tout est horizontalisé, où il y en a qui parlent de la disparition des États-nations, là, je suis assez d'accord, mais où on n'a plus besoin de tierces personnes supérieures pour nous chapeauter, parce qu'on a la technologie qui, en plus, il n'y a pas d'erreur humaine. La blockchain, tu peux pas la hacker et il Mhm. n'y a pas d'erreur dessus. C'est-à-dire que quelqu'un met une information, tu peux même plus, il y a même plus d'arnaque possible, en fait. Mhm. Donc il y a énormément d'avantages et le bitcoin, c'est juste, on va dire que le projet le plus connu qui utilise la blockchain, mais c'est aussi le projet qui, de base, veut remplacer, les euros, les dollars et Ouais, absolument mais c'est toutes les sûr que devises. le Bitcoin aujourd'hui, il vaut pas son prix. Soit il vaut très très cher, soit il vaut rien en fait. Parce que Alors juste, ouais, peut-être pour conclure sur une question de prix, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? ouais. Au début, effectivement, il y avait pas mal de spéculation, puis ça a ramené aussi beaucoup de monde qui ont vu des gens devenir multimillionnaires et ce qui est vrai, d'ailleurs, il y a une partie des gens que c'est pour spéculer pur et dur. Après, tous les marchés, indirectement, c'est l'être humain, il va spéculer. Il y en a qui spéculent sur, Mhm. Tesla, il y en a qui spéculent sur tout, hein, enfin bref. Mhm. Donc ça, c'est normal, il y en aura toujours, hein, comme il y a des gens qui font de l'achat-revente, je ne sais pas, de voitures, alors que le but d'une voiture, c'est de rouler, c'est pas de faire de l'achat-revente, enfin bref. Donc il y en aura toujours. Après, il y aura, comme on l'a démontré, il y a aussi énormément de gens qui sont là pour conserver leur valeur. C'est pas de la spéculation. C'est juste, bah, moi, je sais qu'il y a une partie de mes bitcoins, je ne les revendrai jamais. Jamais, ouais. Pas Mhm. de la je les donnerai à mes enfants, à mes petits-enfants. Alors, eux, ils pourront peut-être s'acheter une Ferrari tous les jours grâce au bitcoin quand il sera 1 million dans 20 ans. Mhm. Mais globalement, c'est pas du tout de la spéculation. C'est pour la conservation de la valeur, comme de l'or. C'est-à-dire que l'or, c'est pas de la Ouais. spéculation. C'est-à-dire que pourquoi les États, pourquoi il y a C'est des une réserve, entreprises hein. qui stockent comme des malades, comme les Chinois en ce moment, c'est parce que quand ça va s'effondrer ou quand, bah, quand il n'y a plus rien ou ta devise ne vaut plus rien, c'est tu as de l'or, l'étalon or. Donc il y a ça. Et surtout, là, c'est également ce qui est en train d'être mis en place d'un point de vue purement échange, ce qui était l'idée de base, c'est-à-dire que c'est d'échanger. Hein. On parle, tu achètes ta baguette de pain en euros ou tu as des clients en euros, ben là, c'est ce qui est en train aussi d'être mis en place, c'est le pur échange, donc l'utilité de base du Bitcoin. C'est-à-dire que Mhm. maintenant, je le vois de plus en plus, des gens qui me demandent à payer en Bitcoin. Mes formations, mes accompagnements. Tesla a annoncé avant-hier qu'ils acceptaient d'être payés en Bitcoin. Et il y a énormément de commerces, d'entreprises Il y a qui le PayPal font. aussi qui s'est mis au Et il y a Bitcoin aussi. PayPal qui a annoncé il y a quelques semaines Ce qui a un qu'ils peu allaient. lancé d'ailleurs un peu cette. Et c'était une grosse news parce que je ne sais plus, je crois qu'ils ont 500 millions d'utilisateurs. Mhm. Demain, qui peuvent être payés, envoyés, recevoir en Bitcoin. Pareil, donc il y a tous ces aspects-là qui font que bah, c'est le Mais c'est truc vrai qui ce est un que peu tu idéal, dis, quoi. tu vois, parce que je repense à PayPal, où tu sais, quand PayPal a annoncé, ça a fait un pump, et puis il y a le pump qui arrive jusque maintenant. Et je me demande si Elon Musk, ça va pas faire la même chose, parce que Si, tu si, as si. tellement de gens qui mettent des sous dans Tesla aujourd'hui, que le mec, il dit Bitcoin, que, enfin, tu vois, Bah, ça surtout a pumpé, qu'après, mais ça va. indirectement, si tu as Tesla qui a 10% de sa trésor en Bitcoin, si C'est énorme. Tesla, enfin, si le Bitcoin augmente ou indirectement Tesla augmente, l'autre va aussi augmenter. Enfin, Hmm. là, en fait, vu que le Bitcoin a pris 10%, et ben, ils ont pris, du coup, si tu fais le calcul, ils ont gagné 150 millions, du coup. Ouais. Là, sans rien faire, parce qu'ils ont mis 1,5 milliard. Donc il y a 10% en plus pour eux dans leur Hum, hum, trésor. hum, 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 hum. Et donc ça peut être, je suis persuadé aussi que dans quelques années, quand tu vas faire une valorisation d'une entreprise, d'ailleurs ça peut t'intéresser, je sais, les gens ils vont regarder si l'entreprise a du Bitcoin en Hum, actif. hum, Parce hum. que ça va valoir énormément de valeur. Parce que bon, il y a que 21 millions de Bitcoin, sachant qu'il y en a à peu près 3 millions qui n'a pas été encore créé, qu'il y a à Hum. peu près 10% qui a été perdu. Je te laisse faire le calcul, mais déjà avoir un seul Bitcoin, C'est beaucoup. tu fais passer des 1% des 1%, Hum. techniquement, vis-à-vis quand on est quand même 8 milliards sur la planète. Donc c'est assez incroyable et donc sur la valeur, on va y arriver, sur la valeur intrinsèque du bitcoin qu'on ne peut pas quantifier. Ceci dit, plus il y a de volume, plus la volatilité va se calmer aussi, c'est normal. Ouais, C'est-à-dire qu'au début, c'était un tout petit marché, bien donc sûr. c'est forcément, s'il y en a qui sortent et qui rentrent, ça fait bouger le truc. S'il y a des milliards, enfin des milliers de milliards, ça va beaucoup moins bouger. Mais 45 000, c'est que le début, en fait. C'est-à-dire que là, je suis persuadé, enfin là, ça semble moins compliqué à dire, mais il y a 1 an, quand c'était à 10 000 et que c'était à 5 000 et que je criais que Ouais, ça allait être à 100 000 en c'est 2021-2022, on vrai. me prenait pour un fou. Hum, hum. Sauf que maintenant, on me dit que j'ai raison. Alors, toi, c'est même à la limite 100 000 maintenant, c'est devenu assez Un palier bas. péjoratif.
comme objectif, parce que c'est vrai que ça a été très fort, très vite. Il y a aussi les news, parce que c'est fait par vague, en fait, on ne va pas rentrer dans la technique. Et 100 000, c'est le grand, 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 grand minimum. Et si tu prends sur une échelle logarithmique, c'est-à-dire que c'est pas une échelle linéaire, mais c'est plus facile pour calculer, Oui. c'est des fois 10 en fait à chaque cycle minimum. Donc là, avant, on était à 500 et 1000 et c'est monté à 15 000 en 2017. Là, c'était à 5-10 000 et ça va monter à minimum 100 000. Et je te laisse Et faire le calcul sur le cycle suivant. Quand est-ce ça que sera de 100 tu 150 000, ça ira à 1 million en est-ce que tu 2027. penses pas que du coup, cette prise de valeur, elle va être, à un moment regardée, par les États et Ouais, ré mais c'est trop tard. Ah, ça fait déjà un moment que je veux dire qu'il la regarde, mais là, c'est trop tard. Enfin, pour interdire ou je ne sais pas comment déjà tu peux pas interdire parce que c'est internet. Enfin, il faut interdire internet, en fait. parce que ça a été À interdit au moins de mettre Nigeria et en Inde, je crois, hein? ouais, d'un point de vue purement juridique, c'est-à-dire qu'après si le mec il veut le faire, littéralement, S'il d'un les a, point de il vue les a, ouais. technique, Mmh. il peut le faire. Enfin, il peut recevoir machin, c'est juste qu'il va se faire choper ou pas, ça c'est une autre question, hein. Si c'est comme Adopi, qu'il y a que 2 personnes qui se font choper, ça sert à rien. Mais à moins de mettre un énorme paraffeu, sur tout le pays en mode Corée du Nord, tu peux pas interdire. Tu peux pas interdire et là, il y Mmh. a tellement, à la limite et s'ils avaient voulu interdire, c'était il y a 4-5 ans. Parce que maintenant tu peux plus enfin, comment tu vas interdire? Il y a des institutionnels, il y a des banques, il y a des fonds privés, C'est ce que je voulais te dire, c'est tu que peux plus. l'interdiction, elle me paraît compliquée à partir du moment où tu as des institutionnels qui sont imbriqués C'est dedans. trop avancé, il y a trop de liquidités, parce que là, en plus, on vient de dépasser 1 trilliard quand même, hein. Mmh. C'est plus c'est un moyen marché. Alors c'est un tout petit marché encore comparé à la bourse ou à l'immobilier, Mmh. mais ça devient un gros marché quand même et surtout il y a donc c'est trop avancé, il y a trop de liquidités, tu peux plus interdire le truc. OK. Écoute, François, merci beaucoup. On pourrait encore parler beaucoup, mais on va se limiter là. En plus, j'ai un impératif. Et peut-être, est-ce que tu aurais, et tu peux me dire non, mais est-ce que tu aurais un dernier, conseil pour des gens, voilà, qui sont dans une stratégie de création de société d'investissement? Pas forcément sous le modèle que tu as, mais, parce que nous, notre communauté à nous, on est plutôt des gens qui allons investir à travers, des projets entrepreneuriaux. Mais sous Oui, un bah, une version c'est, investissement, qu'est-ce que tu pourrais, ajouter? Qu'est-ce que tu as envie pour moi d'ajouter quelque déjà chose? ouais, un investisseur, c'est un entrepreneur et un entrepreneur, c'est un investisseur. OK. Un entrepreneur, déjà, pour ta croissance, tu es obligé de savoir investir, faire des investissements qui soient Mmh. purement pour toi, pour toi-même, pour ta croissance et des investissements pour ta société. Sinon, tu grossis pas. Donc, mais après, indirectement, c'est assez étrange parce que tu as des entrepreneurs qui savent faire énormément de cash, mais qui sont très mauvais sur leurs finances personnelles. Mmh Et mh. inversement, il y a des gens qui sont très très bons dans l'investissement, dans la finance, mais qui savent pas faire du cash. Oui. Donc, ça peut être d'ailleurs le mot de la fin, ça peut être de bien maîtriser les deux, de faire des bons investissements, de vous intéresser à la blockchain, à la crypto, au Bitcoin, et d'avoir un petit peu dans vos réserves de trésorerie. Et c'est en fait, c'est comme Internet. C'est-à-dire que au début d'Internet, il y avait des gens qui disaient: «Non, mais ça marchera pas, il y aura pas de place pour 10 ordinateurs sur la planète, c'est n'importe quoi». Et aujourd'hui, ils sont handicapés. Quelqu'un qui maîtrise pas un ordinateur et internet, il est handicapé. Bah, c'est un peu près pareil. C'est-à-dire que autant si ça vous intéresse pas, vous pensez que Bitcoin, c'est une arnaque, heu, intéressez-vous à la blockchain, Mmh. parce que en fait, ça va bon, voilà, on va conclure là-dessus, parce que ça va impacter tous les domaines. C'est-à-dire que ça va impacter le domaine financier, mais ça va aussi impacter l'administratif. C'est-à-dire que demain, toute votre paperasse, la paperasse de votre entreprise sera sur la blockchain, Mmh. sécurisée, il y aura plus d'intermédiaires. Demain, votre bien immobilier, vos investissements ou votre résidence principale, on passera plus par un notaire, ça sera sur la blockchain. Donc, formez-vous sur la blockchain, ce que c'est, ce que ça représente, même si vous n'avez pas envie de mettre le moindre euro dessus. Mais votre entreprise, les démarches pour entreprendre et évidemment l'économie et la finance sera sur la blockchain. Donc voilà, intéressez-vous, formez-vous comme d'habitude et avancez. Écoute, François, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je pense qu'il suffit juste de taper ton François Denis sur internet, Si tu tapes, nom, tu prénom, sors, ouais. tu y es. Après, je suis un peu partout, sur les réseaux sociaux, on a parlé d'Instagram, de Telegram, sur Facebook. Il y a le Telegram, ouais. site Mmh. il y a le site internet, c'est un site vitrine, mais au moins ça présente pas mal de choses de ce que je propose et en temps normal, on fait également pas mal d'événements, de séminaires ou d'immersions. J'espère que ça Exact, va reprendre exact. très vite, mais Oui. normalement, vous pouvez me retrouver un petit peu partout en France, en Suisse, en Belgique, il y a pas de souci. Je te remercie, vraiment pour, cet éclairage, ce discours et puis, de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. Ah bah, avec grand plaisir. Chers amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.